La journée va s'organiser, comme vous le voyez, comme vous l'avez vu en tout cas, autour de 3 sessions qu'on va essayer de mener tambour battant et chronomètre en main. Je ne suis pas sûr qu'on tienne tout à fait les délais, mais on va essayer. 3 sessions, vous avez vu, autour des risques géologiques, telluriques, sanitaires, et un dernier volet un peu plus fondamental sur les origines de la vie. C'est assez vertigineux comme thème. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Olivier Perret, président du conseil d'administration de l'IPGP. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Et quel honneur et quel bonheur d'être là pour vous souhaiter la bienvenue et puis lancer les festivités de ce centenaire. Ici, dans cet amphithéâtre, on m'a déjà dit qu'il ne faut pas dire trop de bêtises parce que nos anciens nous regardent et que si jamais ça se passe, il y a la table de dissection ici qui est... Et donc, attention, 100 ans déjà, alors vu d'ici, vous ne les faites pas d'ailleurs, mais ça s'est passé en juillet 2021. Marc reviendra sur tous les détails de l'histoire dans cet après-midi. Et j'aurais pu rappeler que l'Institut n'a jamais failli à sa mission originelle. Je vous la relis un peu. Il était question de s'occuper spécialement d'observation et de recherche magnétique, de créer un enseignement général de la physique du globe avec les sanctions universitaires attenantes et d'être un centre de recherche purement scientifique. Alors c'est vraiment en s'appuyant sur ces 3 piliers de l'observation, de l'enseignement et de la recherche fondamentale qu'on connaît l'IPGP d'aujourd'hui, qui a évolué au fil du temps jusqu'à devenir cet ensemble multidisciplinaire d'excellence, de renommée mondiale, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors, j'aurais pu aussi rappeler la place de l'Institut depuis un siècle au centre de toutes les grandes révolutions scientifiques, autour des sciences de la Terre, bien sûr, de ses origines, son évolution, de son fonctionnement. Mais je laisserai ça à Marc. Et aussi, je vous renvoie à l'excellent ouvrage qui sortira dans les semaines qui viennent sur le centenaire qui est intitulé IPGP 100 ans de science pour la planète. Ce sur quoi je voudrais peut-être passer les 2 ou 3 prochaines minutes, c'est sur l'avenir. D'abord sur cette question un peu provocante, et peut-être qu'on aura un certain nombre de réponses aujourd'hui, sûrement. Les sciences de la Terre ont-elles encore un avenir ? Nos métiers de scientifiques, de chercheurs, d'enseignants servent-ils encore à quelque chose ? Un institut d'observation, de formation et de recherche en géosciences comme l'IPGP est-il toujours aussi pertinent en 2023 ? Alors, à sa création, on ne se posait pas toutes ces questions-là. Une roche, à l'époque, n'était qu'un simple ensemble de minéraux observés sous le microscope. Les cratères de la Lune, n'étaient probablement que des volcans éteints à l'époque. Le lien entre les grandes chaînes de montagnes et le mouvement des plaques lithosphériques était loin d'être établi. Tellement de choses à observer, à découvrir, à comprendre et à analyser. 100 ans plus tard, l'Institut intervient dans presque tous les domaines des sciences, de la Terre, de l'environnement et des planètes. Le sismographe, conçu par l'IPGP pour la mission InSight, a foulé le sol martien et donne déjà les résultats de la structure interne de Mars. La mission Artemis 2 s'apprête à retrouver le chemin de la Lune. Et l'on évoque, comme vous le savez, déjà des missions habitées vers Mars en 2026. L'univers est notre jardin d'émerveillement, où plus rien ou presque ne semble nous étonner ou nous surprendre. Quant au sous-sol, il semble nous avoir livré tous ses secrets. Alors, on pourrait s'interroger, les sciences de la Terre ont-elles un avenir ? Ben oui, bien sûr, c'est évident. D'ailleurs, vous êtes toutes et tous là pour en témoigner ce matin. Et alors, qu'est-ce qui va se passer demain ? Les défis sont nombreux.
qu'il touche au sous-sol, au sol, à l'espace. Ces défis actuels, le changement climatique et environnemental est sans nul doute le plus important auquel nous sommes confrontés. Il est celui qui nous occupe et nous préoccupe particulièrement. Il nous oblige à être encore meilleurs dans nos recherches et nos solutions, que ce soit la transition énergétique, les énergies nouvelles, le cycle du carbone, l'espace souterrain, la gestion de l'eau, les stockages, les ressources minérales, l'économie circulaire et plus encore. Ce n'est pas le seul. Pour les années à venir, les prochaines décennies, j'en ai parlé, les géosciences ont aussi un rôle croissant dans l'exploration des nouvelles frontières extraterrestres et la consolidation du spatial. Je mentionnerai également d'autres disciplines pour lesquelles l'IPGP est particulièrement à la pointe, des choses qui intéressent beaucoup les industriels aujourd'hui, la biolixiviation, la récupération de certains métaux des déchets miniers, la bioremédiation pour dépolluer les sols, ou encore l'analyse gravitationnelle, des ondes gravitationnelles dans la détection précoce des tsunamis, la tomographie à muons pour le mouvement des magmas. J'ai entendu ce matin, on en parlait, des prix prestigieux qui ont été remis dans le cadre d'analyse de microgravimétrie à partir de l'espace pour la détection précoce encore des tremblements de terre. Donc, comme toujours, de l'infiniment petit à l'immensité, les progrès scientifiques nous offrent de nouveaux horizons. Et la période est de plus en plus passionnante. Alors oui, nous en sommes qu'au début. Et en plus, il y a des choses qui s'ouvrent, des sciences annexes, des mathématiques, du calcul de plus en plus puissant, de l'intelligence artificielle, de la mécanique quantique. Tout ça va nous aider, va vous aider à résoudre encore plus tous ces problèmes-là. Et donc, les géosciences, c'est plus que jamais l'espace de tous les possibles. Je finirai sur, pour autant, il existe un défi de taille que l'IPGP doit relever. Et il m'a semblé important de terminer là-dessus. Je veux parler de l'éducation, et je veux parler en particulier de l'éducation des sciences auprès des jeunes, et de l'attractivité des filières scientifiques, la formation des acteurs, évidemment ici en géosciences en particulier. C'est d'ailleurs l'un des grands enjeux du plan stratégique élaboré par l'IPGP en 2021. Alors que les enjeux sociétés font appel de plus en plus à des connaissances scientifiques et d'observation de notre planète, on mesure bien la difficulté d'attirer les jeunes et la jeune génération dans ces filières de passion et d'excellence. C'est vrai dans le milieu universitaire, académique, c'est encore plus vrai dans le milieu de l'entreprise. Comment faire pour que les jeunes s'engagent en plus grand nombre dans la compréhension et la maîtrise des sciences et des technologies? Comment attirer davantage d'étudiantes et d'étudiants motivés vers les sciences de la Terre? Je pose simplement ces questions. C'est à nous toutes et tous d'y répondre collectivement. Et nous devons travailler tous ensemble pour orienter la jeunesse vers les sciences en général et vers les géosciences en particulier. Parce qu'on peut être inquiet avec les ravages de la désinformation et des fake news. Je ne sais pas si vous avez vu un rapport récent ou un article récent, je crois que c'était dans Le Point, qui dit que les 11-24 ans sont plus nombreux que la moyenne des Français à douter du réchauffement climatique, à douter de la science en général, à contester l'évolutionnisme et même à penser que la Terre est plate. Donc on a du boulot. Et vous êtes là, heureusement. Pour relever tous ces défis, l'IPGP doit jouer un rôle fondamental dans ce nouvel élan des sciences, pour les géosciences. Et je sais que nous pouvons compter sur tous nos scientifiques, nos chercheurs, nos enseignants pour relever ce défi. Et j'en conclurai par ça, ça prendra du temps. C'est pas facile. Nous y arriverons
nous avons toutes les forces avec les équipes, toutes les compétences, et puis aussi cette caractéristique propre à l'Institut qui fait que cette combinaison entre les sciences dures et l'observation, et cette association entre la rigueur, l'aspect rigoureux, analytique, mais aussi la curiosité, l'intuition peut-être, l'exploration du naturaliste et du chercheur qui observe sur le terrain. Vous le voyez, l'IPGP donc a tout l'avenir devant lui, avec une belle mission, toujours la même, mais encore plus pertinente aujourd'hui, de solides enjeux, de grands défis, de formidables projets, de nouveaux moyens, grâce à son engagement dans l'Université Paris-Cité, comme membre fondateur. Et donc, c'est sans doute le plus beau cadeau d'anniversaire pour un centenaire de lui annoncer que ces 100 premières années n'étaient finalement que celles de sa prime jeunesse. Donc, bon anniversaire. Je vous souhaite une belle journée de débat, d'échange, de discussion, et vive la science. La première session porte donc sur les risques telluriques, les risques globaux. Alors évidemment, nous autres journalistes, on a plutôt tendance à appeler les chercheurs de l'IPGP quand se produit une catastrophe, malheureusement. On a vu en février les terribles tremblements de terre qui ont causé plus de 50 000 morts en Turquie et en Syrie. Et puis il y a eu un certain nombre d'éruptions volcaniques très marquantes ces derniers temps, avec l'explosion du Onga Tonga l'année dernière ou la naissance d'un volcan sous-marin près de Mayotte. Mais pour commencer cette session, on va aborder un risque qui est moins connu du grand public et parfois de certains experts, mais dont les conséquences ne sont pas si négligeables. Je veux parler du risque géomagnétique. Nous allons accueillir M. Vincent Le Sur, qui est physicien à l'IPGP, dont la spécialité est plutôt le champ magnétique interne de la Terre, mais qui va nous parler des risques magnétiques externes qui mobilisent toute une science, notamment autour de la conductivité des sols et autres. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est réunis pour le centenaire de l'IPG, mais ce n'est pas simplement le centenaire de l'IPG, c'est aussi le centenaire du BCMT, qui est le Bureau central de magnétisme terrestre, qui a été créé en même temps que l'IPG, en 1921. Vous avez là l'extrait du journal officiel. Et le Bureau central de magnétisme terrestre existe toujours, c'est un service national d'observation, dont fait partie le service des observatoires magnétiques de l'IPG. En 1921, lors de ce décret, l'observatoire national, c'était l'observatoire de Valjoyeux, dont vous voyez une image à l'écran. Donc ce réseau, depuis, en 100 ans, a énormément évolué. Et actuellement, le service gère 11 observatoires dans le monde, dont l'Observatoire magnétique national, donc vous avez une photo aérienne. Et la position de ces observatoires sont indiquées en bleu sur la carte. Et ce réseau, à l'origine, a été mis en place avec l'idée de suivre les variations du champ principal, mais c'est aussi un outil formidable pour étudier les champs externes, la magnétosphère et, dans moindre part, la ionosphère. Et puisqu'on parle je voulais commencer par montrer un orage magnétique, comment il est enregistré dans ces observatoires. Et donc là, je présente un orage qui a eu lieu le 24 octobre 2011. C'est un orage pas trop important. En ordonnée, vous avez le temps du 24 octobre au 27 octobre. En abscisse, c'est en abscisse. En ordonnée, vous avez la composante nord du champ magnétique enregistré en nanotesla. Et ces mesures sont effectuées dans 6 observatoires qui sont rangés d'est en ouest, donc Dalat, Borok, Tamanrasset, Kourou, l'île de Pâques et Papette. Et donc vers la fin, vers la partie droite de ces graphes, à partir du 26 et 27 octobre, l'impact de l'orage magnétique est extrêmement faible, et ce qu'on voit, c'est la variation normale d'un temps magnétique calme, qui est principalement lié à l'activité de la ionosphère. Donc si vous prenez le graphe du haut, c'est l'observatoire de Dalat, et vous voyez 2 maximums
qui sont à peu près d'une cinquantaine de nanotesla par rapport à la moyenne du jour, et qui correspond au signal ionosphérique, c'est un signal de l'ordre de 50 nanotesla. Par contre, si vous regardez ce qui se passe avant, pendant l'orage, on voit que ce signal est complètement détruit, la ionosphère est complètement désorganisée, les systèmes de courant sont désorganisés, et vous avez un signal qui est global, qui touche l'ensemble des observatoires, qui prend son origine principalement dans la magnétosphère, mais on voit aussi que le signal est complexe. Et si vous preniez la deuxième ligne, c'est l'observatoire de Borok, l'amplitude de signal est de près de 400 nanotesla, alors qu'il n'est pour Dalat ou pour les autres observatoires que de 300. Pour le même orage enregistré à Chambon-la-Forêt, le signal est de l'ordre de 200 nanotesla. Donc c'est un signal important qui touche l'ensemble des observatoires, mais qui a aussi une composante complexe. On voit que sur chaque ligne, le signal est différent, et donc il y a aussi un signal généré dans la ionosphère pendant les orages magnétiques qui sont enregistrés dans les observatoires. Enfin, si on regarde tout au début, vous avez un commencement abrupt, ça s'appelle un sudden commencement. C'est un accroissement de la composante nord dans les observatoires magnétiques. Ça dure pas plus que 5, 6, 7 minutes. Et c'est simultané dans l'ensemble des observatoires, et ça correspond à la réponse de la magnétosphère à l'impact d'un vent solaire qui arrive sur la magnétopause. Donc, je n'ai pas encore parlé de risques, et naturellement les risques sont liés aux orages magnétiques et donc à l'activité solaire. Et le risque en géomagnétisme n'affecte pas le monde du vivant, mais principalement notre technologie. Et j'ai surligné ici 3 aspects, les courants induits, l'activité de la ionosphérique et les accroissements de densité dans la thermosphère. Alors les courants induits, c'est simple, où on a un champ magnétique qui varie rapidement, ça génère un courant électrique dans les structures industrielles conductrices telles que les réseaux électriques et les pipelines. Et ça génère un vieillissement de ces structures. Et dans les cas extrêmes, même des coupures électriques. Par exemple, l'exemple le plus connu, c'est la coupure électrique au Québec en 1989. Sur l'activité ionosphérique, comme je l'ai montré, la ionosphère est très perturbée par les orages. Et donc, ça génère des interférences dans les télécommunications, dans les communications radio, et une dégradation du GPS. On peut perdre le GPS et ne plus avoir de renseignements de positionnement avec le GPS. Le troisième point, je vais m'étendre un peu plus. En 2022, en février 2022, il y a eu une activité magnétique faible, pas très importante, c'était des orages faibles, et pourtant, lors du lancement d'une grappe de satellites par Starlink, ils ont perdu 38 de ces satellites, donc ce n'est pas un risque négligeable. Ça a été étudié par pas mal de scientifiques, dont en particulier M. et Elvira Estafieva, qui sont au laboratoire de planétologie de l'IPG, et ils ont étudié comment la densité thermosphérique observée par SWARM peut être comparée à ce que donnent les modèles de densité qui ont été développés dans le monde. Alors, le graphe montre 2 maximums, et on voit l'ensemble de ces courbes. En gris, on ne voit pas tellement SWARM, les mesures de SWARM, mais on voit que ces courbes sont assez dispersées et ne suivent pas très bien les variations observées. Et donc, ça montre clairement un déficit de la prédiction de la densité, de l'accroissement de la densité thermosphérique durant ces orages. Et c'est à cause de ça que le lancement de ces satellites a été perturbé. On voit sur la courbe de droite, c'est les 2 orages enregistrés à Chambon-la-Forêt. Donc on voit l'amplitude. Vous ne pouvez peut-être pas lire, mais c'est à peu près 100 nanotesla. Donc c'est relativement faible comme orage. Il y en a 2 à suivre, et ça corrèle parfaitement avec les accroissements de densité. Le phénomène physique est compris. Durant l'orage, il y a un apport d'énergie à haute latitude qui chauffe la ionosphère. Ça génère des vents thermiques des pôles vers l'équateur, et donc un accroissement général de la densité sur l'ensemble de la planète, de la densité thermosphérique sur l'ensemble de la planète. Alors, bien que ces 3 risques soient directement liés à l'activité magnétique, en fait, les données magnétiques sont très peu utilisées pour comprendre, pour analyser ce risque. Elles sont utilisées comme les lancements d'alerte, donc avec les sudden commencement, comme je vous montre sur la gauche, c'est un service de l'IPG.
et autrement à travers les indices géomagnétiques. Les indices géomagnétiques, ce sont des combinaisons simples des données de l'observatoire qui indiquent simplement, qui donnent un niveau d'activité à l'échelle globale ou au pôle de l'activité magnétique. Alors, les modèles de ionosphère, etc., utilisent simplement ces indices comme input. Et naturellement, c'est une information qui est un format simple, mais on perd la complexité de la donnée magnétique qui fait sa richesse. Et je voudrais montrer dans les slides suivantes un travail de Pierre-David Coisson et d'autres co-auteurs, où justement, il montre à comment on peut explorer la ionosphère à travers les données magnétiques. Et dans le cas précis, c'est à partir des données swarm. Donc si vous avez un orage dans l'atmosphère neutre, ça génère des ondes électromagnétiques dans toutes les fréquences. Et donc ces ondes se propagent dans l'atmosphère, finissent par pénétrer dans l'ionosphère, où elles génèrent un signal qui se propage et qui peut être mesuré dans les satellites. Et c'est appelé dans ce cas un Whistler. Sur l'image de gauche, vous avez les Whistler détectés par Swarm sur une période de 2019 à 2022. On voit que la distribution est liée à la position des orages équatoriaux et sur la Terre. On voit l'influence du champ magnétique principal qui structure les propagations des ondes, puisque au niveau de l'équateur magnétique, qui est la ligne... oui, vous la voyez, la ligne épaisse proche de l'équateur géographique. Et sur cette ligne, on n'a pas de signaux. Donc le champ magnétique principal contrôle la propagation de ces ondes. Alors à quoi ressemblent ces Whistler? Je vous en ai mis un en haut, donc on ne peut pas trop lire. Donc vous avez le temps en abscisse et des nanotesla en ordonnée. Le temps, le Whistler que vous voyez à peu près au milieu de l'image, il dure une demi-seconde, voire moins. L'amplitude, c'est du 200 picotesla, donc on est 3 ordres de grandeur en dessous ce que génère un orage. Donc c'est un signal très petit. C'est un signal haute fréquence et donc qui a pu être mis en évidence en Swarm parce que Swarm mesure le champ magnétique jusqu'à 250 Hz. Mais ce sont des signaux qui, typiquement, on ne voyait pas dans les missions précédentes et qu'on ne voit pas dans les observations au sol. Et donc, je vais montrer un exemple ici. Supposez que vous avez un orage en Birmanie. L'onde se propage dans l'atmosphère, rentre dans l'ionosphère au niveau des croix, dans l'hémisphère sud, puis se propage pour atteindre les satellites qui mesurent les Whistler au niveau des triangles. Le signal reporté, on le voit sur les spectrogrammes sur la gauche, sur la droite. Donc c'est une fréquence en fonction de... L'abscisse, c'est le temps, l'ordonnée, c'est la fréquence, et on voit le signal des Whistler qui est dispersif, donc la fréquence baisse avec le temps. Et ces signaux, le caractéristique de ces signaux, qui sont assez difficiles à extraire de la donnée, est contrôlé par la distribution spatiale des électrons et des ions dans l'ionosphère, sous le satellite. Et donc, ce type de signaux, l'analyse de ce type de signaux nous donne une information sur ces distributions qui est particulièrement difficile à connaître, parce qu'explorer la ionosphère à ces altitudes est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. On ne peut pas avoir de satellite en dessous l'altitude de Swarm, à 200 km d'altitude, on ne peut pas avoir un satellite qui vole. Accéder à ces informations depuis la Terre est aussi extrêmement difficile. Et donc, dans le cas présent, grâce à ce travail, on peut accéder à cette information. Pour pouvoir continuer à comprendre la ionosphère, explorer ce qui se passe dans l'ionosphère, dans la magnétosphère et comprendre les signaux magnétiques, il faut continuer à observer. Et donc, à l'IPG, on a ce projet de mission d'anneau de Maxat qui est porté par Gauthier Hulot. Donc, c'est un trio de satellites qui ont des orbites organisées, donc en particulier à 60 degrés, avec une inclinaison de 60 degrés qui permet de bien étudier la ionosphère et avec des fréquences d'acquisition à 2 kHz qui vont permettre d'aborder tout un type de signaux du type de celui que je vous présentais juste précédemment, comme les Whistlers. On peut aussi, naturellement, essayer d'améliorer le système d'observation au sol. Et donc, on a des projets
de regarder le champ magnétique au sol à des fréquences plus élevées, 1 kHz, ou entre 1 Hz. Actuellement, c'est que 1 Hz, monter à 1 kHz, pour pouvoir aborder des signaux tels que les résonances de Schumann, les sphériques qui sont générées par les éclairs, ou les résonances Alphen, qui sont des résonances du champ électromagnétique dans la cavité magnétosphérique. Et si on veut s'attaquer à l'ionosphère, il faut aussi augmenter les densités d'observation au sol. Et donc, on va chercher à augmenter la densité, parce qu'avec qu'un observatoire pour étudier la ionosphère qui est à 100 km au-dessus de nos têtes, ce n'est pas suffisant. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, nous allons enchaîner avec Monsieur Fidel Costa de l'équipe des systèmes volcaniques de l'IPGP, qui était encore sur le terrain il y a quelques jours à la Soufrière en Guadeloupe. Donc le risque volcanique, et là on va entrer dans une grande question contemporaine, le big data, les données, comment on va pouvoir assembler des données provenant de volcans pourtant de nature différente. Donc je lui cède la parole. Merci et bonjour. Je suis content d'avoir l'opportunité de vous parler et de célébrer avec vous cette centenaire de l'IPGP. Et peut-être dans mon exposé, penser, si on peut oser penser, qu'est-ce qui va passer dans les 100 prochaines années. C'est une, possibilité. C'est mieux de faire un peu d'essayer de réfléchir comment on peut voir dans le futur. Voilà. Alors ça c'est mon titre. En fait, ça reflète à peu près ce que je vais parler, mais ça a changé un petit peu. En tout cas, en fait, c'est une chose un thème que j'ai réfléchi depuis un certain temps. Je pense qu'on est dans les bons chemins, mais on n'est pas loin on est encore loin de pouvoir réaliser ce que je vais parler. Et voilà, c'est ça. En fait, c'est un projet qui est en collaboration avec des personnes qui sont à Singapour, Christina, qui est un des experts d'une base de données de monitoring, des données de surveillance des volcans, et Frédéric Augier, qui est une mathématicienne aussi à Singapour. On a travaillé pour essayer de voir comment on pourrait comprendre peut-être les volcans d'une autre façon que ce qu'on est habitué. C'est-à-dire que la volcanologie et la découverte des volcans, des processus, s'avance surtout par rapport à des études détaillées des éruptions. Si on étudie une éruption en détail, on peut comprendre qu'est-ce qui se passe au-dessus du volcan, quels sont les processus qui amènent à l'éruption. Et si on a des données de surveillance, on peut essayer de faire des modèles de prévision d'éruption volcanique. C'est comme ça qu'on a avancé pendant longtemps. Mais en fait, dans ma petite carrière de volcanologue par rapport à l'IPGP, en fait, à un moment donné, tu te demandes est-ce que je vais passer toute ma vie à étudier une éruption après l'autre, et ça ne va terminer jamais. Alors, comment on va faire ça? Alors, c'est un peu à partir de cette réflexion de dire, c'est très important de faire ces études très détaillées, mais peut-être il y a une autre façon de regarder les choses. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut faire si on a un volcan très bien surveillé? Ici, vous avez l'exemple de Merapi en Indonésie, où plusieurs d'entre vous travaillent en Indonésie, et au Merapi, et moi aussi. C'est un volcan qui est très dangereux, qui fait des éruptions très souvent, et c'est surveillé en détail par les centres volcanologiques de l'Indonésie. Ils ont beaucoup de données. Et quand on a beaucoup de données, on peut faire des modèles comme ça. Je suis à la base pétrologue, et si je vous montre les données qu'on a pu obtenir, par exemple, d'où se trouvent les réservoirs magmatiques au-dessus du volcan, on voit qu'il y a une grande variété de réservoirs magmatiques, mais c'est des images qu'on peut les avoir grâce à beaucoup de données. Ici, l'inversion géophysique, l'inversion géodétique, et aussi de la donnée pétrologique. On voit qu'il y a surtout 2 ou peut-être 3 réservoirs, et que les éruptions viennent souvent amenées pour des gaz qui viennent de très profonds, qui font bouger les systèmes superficiels qui donnent lieu à des éruptions explosives, comme ça a eu lieu en 2010. Et comme au service géologique d'Indonésie, ils ont surveillé ces volcans depuis longtemps, ils ont aussi des données assez extraordinaires par rapport, par exemple, à la durée des changements de sismicité dans les 20 dernières années. Comme ils ont aussi beaucoup d'éruptions, on peut faire des études comme on a fait ici, où on a une série temporelle de l'énergie sismique. Et vous voyez ici comme au diagramme de gauche, et vous voyez en vertical là où il y a eu l'éruption, l'extrusion de lave.
Et comme on a beaucoup de données détaillées, on peut faire des modèles comme on voit à droite, où on peut calculer la probabilité qu'il y ait une extrusion de lave à partir d'un seuil sismique. Et ça, c'est une étude que, on peut dire, à partir de quel moment ou quand on a une extrusion de lave, ça peut être, disons, un petit peu prédit pour la mesure de la sismicité. Ça montre qu'en fait, la volcanologie, qu'on a beaucoup de données, et qu'on a fait des études détaillées, peut amener à des bonnes prévisions et bons modèles des concepts des volcans. Un cas similaire par rapport à l'IPGP, ça pourrait être à Piton de la Fournaise, on a beaucoup d'éruptions, beaucoup d'études, on peut faire des modèles comme ça. Malheureusement, il y a beaucoup de volcans dans le monde, beaucoup de volcans actifs, où d'un côté on a peu de données, de l'autre côté ils sont peu étudiés, et en plus ils ne font pas éruption très souvent. C'est-à-dire un problème de volcanologie, c'est que nos durées d'observation sont notamment plus courtes que les durées de la dynamique des éruptions des volcans. Ici, vous voyez, en fait, la Terre n'est pas plate. Si vous n'avez pas appris ça encore, ben voilà, ici c'est la démonstration. Il y a à peu près 1350 volcans qui sont considérés actifs, c'est-à-dire qu'ils ont fait éruption il y a les 10 000 dernières années. À peu près 850 ont fait éruption les 1000 dernières années, mais seulement 550 sont surveillés dans des instruments dans le sol. Évidemment, si on parle des satellites, c'est une autre discussion qui serait intéressante de parler, mais ça montre en fait la grandeur du problème de si on peut faire des estimations des risques volcaniques, à quelle échelle il faut la faire et où on en est. C'est pour ça qu'il faut prendre une autre option que les études détaillées. Et un autre exemple important, c'est celle de la Soufrière de Guadalupe. C'est un système évidemment étudié par l'IPGP longtemps, c'est très bien étudié, c'est très bien observé, mais malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on voit la chose, il y a eu très peu d'éruptions. C'est-à-dire c'est des problèmes qui sont très grands parce qu'on a peu de statistiques par rapport à comment on peut, prévoir une éruption en Guadeloupe, étant donné que même s'il y a beaucoup de sismicité, comme vous voyez à gauche, il y a eu surtout une éruption historique, et ça fait que ça limite un peu comment on peut approcher ce genre de problèmes. Alors, comment on approche ces genres de problèmes au niveau global et au niveau dans des volcans où font souvent peu d'éruptions ou on peu de données, on peut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les données, les bases de données. C'est-à-dire que normalement, on aurait du diagramme de gauche, on peut surveiller le volcan, on a beaucoup d'informations géologiques, on peut faire un modèle d'analyse et on va directement à faire une sorte de prévision et compréhension, tandis que dans beaucoup des autres systèmes, on a besoin de plus d'informations pour faire des estimations de risques beaucoup plus basées avec les données, et ça on peut faire peut-être avec des bases de données. Il y a pas mal de bases de données, ça c'est un résumé. Il y a beaucoup qui sont au niveau local, mais il y a surtout 3 qui sont au niveau global. Un, c'est le Global Volcanism Program de la Smithsonian Institution. Je vais vous présenter GeoRock, où il y a des bases de données de composition, et après Vobodat et JVMID. En fait, le Global Volcanism Program, c'est la base de référence de quand les volcans ils ont fait éruption, quel type d'éruption ça a été, quelle était la taille. Il y a beaucoup de détails par rapport à quels sont les phénomènes éruptifs, c'est-à-dire s'il y a ce dôme, c'est des laves, c'est des coulées pyroclastiques. Il y a aussi un peu d'informations sur les impacts. En fait, il y a répertorié à peu près 9000 ou 10 000 éruptions qui ont été confirmées sur des 850 volcans. C'est ça la base de données avec laquelle on peut jouer. Et après, il y a GeoRock, où il y a toutes les compositions de roches ignées. Ça inclut 140 000 roches volcaniques dans lesquelles, en fait, on a associé les éruptions. En fait, un des problèmes de faire la volcanologie globale, c'est qu'il y a base de données, mais ces bases de données ne sont pas forcément connectées. Et quand on veut approcher des problèmes comme ça, il faut d'abord commencer pour connecter les bases de données. Et il y a beaucoup de problèmes ou beaucoup de choses que je ne vais pas vous raconter. Mais là, on peut arriver à faire ça. Et là, dans le travail qu'on a fait, on a pu associer à peu près 10 000 échantillons. Et finalement, la dernière base de données qui nous intéresse, c'est là où c'est la donnée de surveillance, c'est-à-dire les précurseurs, quels sont les signes, soi-disant sismiques, géodésiques, des gaz, etc., qui ont lieu avant des éruptions. Ici, Vobodat, c'est en train de se faire. Et on a des données autour des 355 volcans et 2400 épisodes précurseurs.
Si on veut réfléchir à ça, comme on a réfléchi, c'est comme ça. On a un objet d'intérêt qui s'appelle volcan. Après, on a les éruptions et des styles éruptifs. Il y a tout de suite une suite de choses qui suivent, comme des types de phénomènes, etc. Alors, comment on peut faire ça? En fait, comment on peut utiliser ces données, des bases de données, pour faire des commentaires, disons, intelligents, robustes sur ce qui se peut passer dans les autres volcans? Il y a plusieurs façons de faire ça. Nous avons commencé pour utiliser le dendrogramme, que peut-être probablement beaucoup d'entre vous connaissez, où on peut calculer ce qu'on appelle, par exemple, une distance euclidienne entre différents objets en mesurant de différentes caractéristiques. Et le but, c'est ici de voir si on peut grouper des volcans dans certaines familles pour dire si ce volcan dans cette famille, c'est similaire à celle-ci, et ça justifie intellectuellement l'utilisation des données d'un volcan pour un autre volcan. Et ça, je ne veux pas que vous voyez les détails de ça parce qu'il y a beaucoup de données, mais c'est ce qui se passe en dendrogramme où il y a 850 volcans. Et comme on a par exemple commencé à classifier les volcans en différents groupes en utilisant 6 différents paramètres, la concentration des silices, la concentration des alcalins et la tendance, pour grouper les volcans. Si on regarde un peu en détail, en fait, on peut essayer de voir notre volcan préféré dans quel groupe tombe et comment se relation avec les autres. Et aussi, on peut voir si les groupes qu'on obtient, c'est cela qu'on s'attendait. En fait, je pense qu'il y a aussi une des puissances ou en même temps un des problèmes, c'est que j'espère qu'on va trouver des choses que nous, on ne peut pas trouver avec notre propre expérience. Normalement, tous ces problèmes, on les approche avec ce qu'on appelle notre connaissance, l'élucidation d'experts. Et je pense que ces analyses, ils vont nous montrer qu'en fait, par exemple, on n'a pas tous dans la tête toutes les analyses de toutes les roches qui peut-être vont nous montrer qu'il y a des relations entre volcans qu'on ne s'y attendait pas. On a fait aussi déjà des essais avec, par exemple, la taille des volcans, les types d'éruptions, et on a aussi fait des essais par rapport à les précurseurs, soit sismiques, soit de déformation. Et on est en train de faire ces processus pour voir si ce qu'on dit les analogues ou les familles des volcans qu'on définit avec des systèmes précurseurs, c'est les mêmes ou pas que c'est là qu'on définit, par exemple, par rapport à la composition des roches. Il y a beaucoup de choses à réfléchir, de voir comment on peut utiliser ça de la meilleure façon, de la façon plus réaliste. De toute façon, ça dépend quand on a un problème dans un volcan donné, ça se pose des questions différentes et qui demandent de faire une analyse différente. C'est-à-dire, si je suis dans un volcan et je me demande quel est le prochain type d'éruption, est-ce que ça peut être explosif ou effusif, c'est comme ça qu'on peut faire les familles des volcans et voir où ça tombe. Si je me demande, est-ce qu'il y a une sismicité de ce style dans ce volcan, est-ce que ça a été vu avant, on va essayer de faire des autres analogues. En fait, ça c'est presque la dernière présentation, c'est que c'est là où on va arriver. C'est une étude en 2019 qui ont été basées avec certaines données, mais peu de données. Mais l'idée, ça serait de dire, par exemple, à gauche, on a le volcan Kilauea. Quels sont les volcans qui sont les analogues, qui se ressemblent le plus au volcan Kilauea dans le monde? Ici, vous voyez ou pas, parce que c'est très petit. Mais l'objectif, c'est de faire ça, c'est de poser des questions. Si on étudie, par exemple, la Soufrière de Guadeloupe, quels sont les frères et les sœurs des volcans de Soufrière de Guadeloupe qu'on pourrait regarder pour comprendre mieux qu'est-ce qui peut passer dans le futur. Et voilà, mais un peu des conclusions. Disons, je pense que c'est clair que les études détaillées des volcans, c'est essentiel et c'est la base de tout ce qu'on fait, mais je pense aussi qu'il peut commencer à réfléchir à des autres façons de voir le volcanisme, pas que des cas d'études, mais des familles des volcans, des familles des phénomènes qui ont l'intérêt de donner des statistiques qui nous permettent de faire des calculs de genre de probabilité, qu'autrement, on peut toujours faire les calculs des probabilités, mais les données qui sont derrière sont si petites qu'ils n'ont pas beaucoup de sens. Et merci. Donc, avec Léonard Sédou, sismologue qui utilise l'intelligence artificielle, on va poursuivre sur l'exploitation des grandes masses de données, cette fois-ci sur les failles sismiques, et à savoir quel sens on peut extraire de tout ça grâce à l'intelligence artificielle, quelles signatures, quelles indications ça pourrait donner aux chercheurs. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis ravi de pouvoir présenter mes travaux pour le centenaire de l'IPGP, qui est un institut que j'ai rejoint donc récemment en qualité de jeune chercheur. Et donc, je vais vous parler de comment je compte utiliser l'intelligence artificielle
Donc un peu à la manière que Fidel Costa nous a présenté pour partir à l'exploration des données et nous aiguiller dans la modélisation qu'on fait de nos observations. Donc je vais parler d'échelle de temps dans un premier temps en montrant ce diagramme qui représente un modèle très simple du cycle sismique. Donc c'est un modèle qui est très simple mais qui permet de comprendre dans leur ensemble un grand nombre de failles sismiques. Donc ce qu'on comprend sur ce diagramme qui représente une zone de subduction, c'est que si on regardait finalement le déplacement en fonction du temps qui serait pris à la surface de la plaque supérieure, on verrait sur des longs temps un chargement qui correspond au chargement tectonique, pendant lequel on va accumuler de l'énergie sous forme plus ou moins élastique dans cette plaque. Et sur des temps très brefs, lorsque cette accumulation est plus possible, on va relâcher cette énergie sous forme d'un glissement sur la faille qui se situe à l'interface entre les plaques. Et donc, c'est ça qu'on appelle un séisme, ce phénomène très bref qui a lieu sur des ordres de grandeur de l'ordre de la seconde, il génère des ondes qui peuvent être malheureusement dévastatrices. Donc ça, c'est des informations qu'on a pu recueillir en regardant la géologie, en faisant de la paléosismologie. Et bien évidemment, donc c'est un modèle qui est simple. Quand on regarde un peu dans le détail le fonctionnement des failles, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus complexes et qui font qu'on n'a pas affaire à un système qui a une occurrence de séisme périodique. La complexité des failles, la diversité des rhéologies, les hétérogénéités, la présence ou non de fluides, tout ça fait qu'on va complètement altérer ce modèle simple et on va avoir des séismes qui peuvent avoir lieu à des temps, intervalles qui ne sont pas réguliers et qui sont difficiles à prédire. Donc, les dernières décennies, elles ont vu l'apparition d'une grande quantité de données numériques, abondantes, continues, qui nous permettent de faire des observations et d'essayer de comprendre un petit peu mieux le détail des structures qui nous intéressent. Donc ces données, elles ont deux grands problèmes, on va dire. Le premier, c'est qu'on a affaire à des données denses depuis seulement quelques décennies, donc ça se compare difficilement avec les échelles de temps qui nous intéressent ici. Voilà, donc pour ça, il faudra peut-être attendre encore le bicentenaire de l'IPGP et puis en discuter à ce moment-là. Et puis, il y a un autre problème évident, c'est qu'en fait, nos observations, donc les données de déformation, de déplacement, la sismologie, c'est des données de surface. Donc la croûte, qui est un milieu très hétérogène, a tendance à diffuser l'information. Et on a un petit peu un problème fondamental qui est la diffusion multiple des ondes, par exemple, comme le brouillard diffuse la lumière et nous empêche de voir correctement certaines structures. Bon, ça ne nous empêche pas de faire des images, de tenter d'améliorer la résolution de nos modèles et aussi de regarder un petit peu les phénomènes qu'on observe dans nos données. Donc on est vraiment dans une science de l'observation ici. Et donc ici, si on va au Mexique par exemple, qui est aussi une zone de subduction, on peut regarder par exemple en haut à droite un schéma qui montre le déplacement GPS recueilli en fonction des 10 dernières années, c'est ça, ouais. Donc on voit la plupart du temps avec les flèches grises ce chargement tectonique dont je vous parlais. De temps en temps aussi, sur les flèches rouges, on peut voir des séismes qui ont été enregistrés. Avec la sismologie, on peut aussi les localiser, contraindre leur taille, etc. Puis on voit d'autres phénomènes qui sont indiqués par ces flèches bleues, qui sont aussi en quelque sorte des séismes, mais beaucoup plus lents. Donc on parle de glissements transitoires. Ce sont des séismes qui peuvent libérer une grande quantité d'énergie, mais de façon beaucoup plus diffuse dans le temps, sur l'ordre de plusieurs mois, qui sont beaucoup plus silencieux. Ils jouent forcément un rôle dans le cycle sismique. Ils peuvent l'altérer, ils peuvent éventuellement aussi déclencher, il y a des débats sur la question. Mais le message que je veux faire passer ici, c'est que ça, c'est des choses qu'on a observées dans les données. Elles nous ont interrogés, on s'est servi de la physique pour les modéliser. On raisonne encore sur ces choses-là. On essaye aussi de les retrouver dans différents contextes. On essaye d'automatiser leurs recherches. Et c'est un peu la même chose qu'on observe avec la sismologie. On a des événements, bon, les séismes classiques évidemment, mais aussi d'autres types de séismes qu'on peut voir dans nos données, qui continuent à nous interroger. Et ça, c'est des choses qui ont aussi été vues finalement un petit peu visuellement, entre guillemets, dans les données, avant de pouvoir les rechercher de façon un peu plus automatique. Donc le point que je veux faire ici, c'est que, bon, ça c'est des observations qu'on a eu la chance de pouvoir faire à l'œil, mais est-ce qu'il y a encore des choses qui nous échappent? Et en quoi l'intelligence artificielle peut nous aider à explorer ces données de façon un peu plus automatique? Et donc, je montre aussi cette slide pour faire un autre point. Quand je parle de signal, je ne parle pas forcément de la recherche de signaux sismiques qui seraient isolés comme ça. Voilà, donc on peut aussi imaginer d'autres types de signatures. Donc cette slide, elle montre du bruit sismique qui est recueilli sur le continent nord-américain. On appelle ça du bruit sismique, mais en fait, c'est un signal qui est généré par l'interaction, enfin majoritairement par l'interaction entre les océans et la Terre solide.
Les ondes générées par ce signal, en fait, elles expériencent aussi le milieu, elles se propagent dans le milieu, donc elles contiennent en quelque sorte des informations sur le sous-sol. Donc il y a un grand nombre d'études qui ont montré qu'avec des outils statistiques adaptés, on peut extraire des informations sur le sous-sol à partir de ce signal, on peut faire de l'imagerie, on peut aussi suivre des quantités dans le temps. Donc c'est ce que montre ce résultat à droite, où on voit un suivi de la vitesse des ondes sismiques en fonction du temps sur la faille de San Andreas, alors que 2 séismes ont eu lieu. Donc ici, on a une échelle de temps de l'ordre de un peu moins d'une dizaine d'années. Donc on peut faire ce suivi grâce aux outils adaptés pour lire finalement cette information dans la donnée. Et au sens large du terme, ça aussi, ça constitue le genre de signaux que je vais essayer d'explorer avec l'IA. Bon, puis alors un dernier point pour montrer que c'est peut-être un peu pertinent de songer à explorer la donnée de façon automatique, c'est de voir que on a tendance à faire exploser les volumes de données à l'heure actuelle. Donc ce que vous voyez à gauche, c'est un diagramme qui montre l'évolution en fonction du temps des volumes de données sismologiques. Dans ce cas, ça a plutôt tendance à exploser, et ça va être catalysé par les nouveaux instruments qu'on est en train de développer, qui est par exemple la fibre optique. Donc la fibre optique, ce sont des instruments qui permettent d'enregistrer le son d'onde avec une grande densité, et ils ont tendance aussi à être très gourmands en disque dur. Donc voilà, explorer ces données automatiquement, ça peut être aussi une bonne idée. Alors j'avais plein d'exemples possibles pour montrer l'IA et son impact sur la société. J'ai choisi celle-là. Donc, dans cette image, on voit une voiture autonome qui va chercher à se guider dans une scène avec beaucoup d'éléments qui vont se déplacer, etc. Donc voilà, l'IA, c'est quelque chose qui va servir à faire ça, et en partie. Donc là, on peut concevoir que ce sont des tâches qui sont peut-être un peu intuitives pour nous. Une fois qu'on a appris à conduire, on se concentre un peu, on arrive à naviguer, à anticiper les situations. C'est quelque chose qu'il est très dur de formaliser pour des ordinateurs. L'intelligence artificielle, ça fait partie des outils qui peuvent résoudre ces tâches. Donc là, il est question de segmenter l'image, d'identifier des éléments et d'anticiper des trajectoires. Et si on casse le problème en sous-problèmes, on peut s'intéresser, par exemple, au problème de décrire le contenu d'une image à partir de ces pixels. Donc c'est ce qui est présenté ici. C'était une expérience qui date de 2015. Donc à l'échelle de l'IA, ça date d'il y a 100 ans. Et donc, pour résoudre ce genre de problème, il y a une gamme de modèles qu'on appelle des réseaux de neurones, qui sont très génériques, mais très efficaces pour approcher ce genre de tâches. Donc l'idée, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est des modèles qui sont vraiment assez simples sur le plan théorique. Il s'agit d'une grande quantité d'opérations arithmétiques dans lesquelles il y a des paramètres à ajuster. Et pour trouver justement ces paramètres, pour les ajuster, on présente à l'algorithme un grand nombre d'exemples, donc une grande quantité d'images qui ont des descriptions qui ont été réalisées. On essaye de trouver les poids qui permettent de correctement réaliser la tâche. Et donc on appelle ça un apprentissage supervisé, puisqu'on présente à l'algorithme une grande quantité de données correctement labellisées. Donc ça trouve des applications déjà telles quelles en sciences de la Terre. Je vous montre un exemple. C'est celui de pointer automatiquement des ondes sismiques dans les données. Donc on le sait, le pointé réalisé par l'être humain, c'est peut-être celui qui est le plus précis à l'heure actuelle. Et ça, c'est très important parce que ça nous permet de localiser précisément des séismes. En présentant un grand nombre de sismogrammes pointés à un algorithme comme celui que je viens de vous présenter, eh ben on peut vraiment avoir des très grandes précisions de pointés, et ça peut permettre d'automatiser le processus de pointer dans plein de contextes. Mais là, je m'arrête, je dis, ok, ça c'est très bien, on peut faire des choses comme ça, mais ça, c'est un apprentissage qui est supervisé. Or, moi, je vous ai parlé de partir explorer une donnée sans avoir forcément un a priori. Et justement, le but, ce serait peut-être un peu de s'en affranchir de cet a priori. Donc, on est obligé de s'orienter vers des méthodes qui ne sont pas supervisées. Et c'est ce que j'illustre ici. Donc, ça, c'est un algorithme comme un réseau de neurones. Et il a un but qui est un peu différent de celui que je viens de vous présenter. Le but, c'est d'essayer d'apprendre des représentations de la donnée qui sont pertinentes pour qu'on puisse, nous, travailler correctement. La donnée à l'état brut, comme les sismogrammes qui sont présentés ici dans la colonne du milieu, eh ben, c'est peut-être pas la représentation la plus pertinente pour découvrir des choses. L'algorithme qui est présenté à gauche, en fait, c'est un réseau de neurones en miroir. Son but, c'est d'apprendre une représentation, le plus souvent en faible dimension, et tout en assurant qu'on puisse reconstruire la donnée initiale. C'est un petit peu comme si on essayait de compresser une image en basse dimension et puis de la décompresser. Et ce qu'on veut minimiser, en fait, c'est la perte d'information.
Donc, a priori, cette démarche, elle est très générique. Mais donc, les auteurs de ce papier, qui a déjà 10 ans, en fait, ils montrent qu'on peut déduire tout un tas d'informations quand on fait cette opération. On peut évaluer la qualité des données, on peut évaluer le type de sismicité. En l'occurrence, je vais vous montrer une autre expérience qui est arrivée plus tard, où les auteurs ont montré qu'un auto-encodeur était capable de bien séparer des classes de signaux qu'on connaissait a priori, en l'occurrence ici la sismicité locale et globale. Donc voilà, c'est sans doute des outils qui sont pertinents pour explorer la donnée. Bon, alors ce serait trop bête de se limiter à 2 classes, donc je vais terminer l'exposé en vous montrant une expérience que j'ai réalisée récemment d'exploration de la donnée sismique sur 10 ans dans la zone de subduction mexicaine. Et donc ce que vous voyez sur ce diagramme à droite, c'est un taux. Alors j'ai fait l'expérience avec un auto-encodeur de trouver des familles dans la donnée de façon automatique. Et à partir de ces familles, j'ai regardé le taux de détection de chaque famille en fonction du temps sur 10 ans. Donc on peut voir qu'on a des familles comme la famille du haut qui a tendance à être détectée à peu près tout le temps avec un fort taux. Puis la famille numéro 13, là par exemple, qui est beaucoup plus parcimonieuse. Alors évidemment, on peut aller regarder un peu les formes d'ondes, essayer de s'intéresser à ce qu'on connaît déjà. On retrouve des observations qu'on connaissait déjà, comme la sismicité régionale, de la sismicité locale, etc. Donc c'est toujours bon de confirmer ce qu'on sait déjà. On a aussi des signaux qui ressemblent à du bruit, mais qui ont des taux d'occurrence extrêmement réguliers. Donc en regardant dans la littérature, on se rend vite compte qu'on a réussi à trouver des trémors. Ça, c'est très intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on n'a pas déjà vu dans la littérature. C'est là que ce genre d'algorithme prend tout son sens, finalement. Donc là, bon, ça, c'était juste pour illustrer, OK, ça veut dire qu'on a pris beaucoup de données, on les a triées, et ça illustre 2 choses. D'une part, on peut voir qu'il y a des différences, effectivement, dans les différentes classes, mais on peut voir aussi que parfois, on ne voit pas de différence à l'œil nu. Ça suggère effectivement qu'il était nécessaire de trouver une autre représentation, car la représentation naturelle des données n'est pas tout le temps la plus pertinente. Et puis, donc là, maintenant, il est question d'aller les modéliser, ces données. Hein, c'est vraiment l'étape à suivre. On a plusieurs méthodes. On peut utiliser des méthodes finalement assez classiques. On va aller localiser les événements, calculer leurs énergies, etc. Mais on peut aussi s'intéresser à faire un peu de fusion de données, par exemple. Donc, essayer de mettre en regard différents types de données pour voir quelle information on arrive à gagner. Et donc, je vous montre cette dernière expérience où, à partir du taux de détection de chacun de ces clusters, je tente d'expliquer une donnée extérieure qui est le signal GPS, enfin la dérivée du signal GPS enregistré à une station GPS voisine. Donc, le but de cette expérience, c'est d'essayer de comprendre quelle est la contribution en déplacement des différentes familles qui ont été mises en évidence par l'algorithme. Et donc, c'est en faisant ce genre d'expérience que j'espère pouvoir améliorer notre connaissance de chacun de ces événements de façon un peu plus statistique et avancer dans notre compréhension donc, du cycle sismique. Voilà, donc je résume ici la démarche. Le but, c'est de prendre des données, d'abord de faire une cartographie un petit peu détaillée avec ces algorithmes, pour ensuite proposer des modélisations un peu spécifiques par famille et par phénomène. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors, on va finir cette session pour mettre en perspective tous ces savoirs techniques avec Soraya Boudia, sociologue des sciences à l'université Paris-Cité, pour bien prendre conscience que ces risques ne sont pas seulement naturels, il faut aussi tenir compte de toute la dimension sociale. Bonjour, alors je vais essayer une variante qui est d'être assise parce que c'est plus confortable pour moi et ça m'évitera de regarder derrière parce que c'est ce que je ferai naturellement. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation de me joindre à cette journée, particulièrement cette matinée sur les risques globaux. Donc moi, la perspective que je vais apporter est différente dans la mesure où je vais introduire la question des enjeux sociaux et politiques de ces risques, donc apporter des éléments à la discussion de ce que ces questions sociales et politiques font aux géosciences de demain. Parce que justement, dans les réflexions je pense qu'on va discuter, ces dimensions-là sont importantes. Alors très rapidement, ce sont probablement des images que vous connaissez. Je vais commencer juste par rappeler quelques catastrophes qui ont eu lieu ces 2 dernières années. Et de fait, quand j'ai eu à faire le choix, la liste était longue. Donc j'en ai pris vraiment quelques-unes pour illustrer certains points.
les îles Tonga, donc le volcan, on a parlé des volcans, mais ce qui m'intéresse, je ne connais rien au volcan, mais ce qui m'intéresse, c'est le tsunami qui est à l'origine d'une marée noire au Pérou, donc très loin de là où était le volcan. Et cet exemple illustre vraiment quelque chose que nous voyons régulièrement ces dernières années, c'est-à-dire des risques en cascade, des risques qui ont une origine, qui sont à l'origine d'autres risques. L'autre exemple connu, celui de Fukushima, avec une catastrophe nucléaire, suite séisme, tsunami. Alors, d'autres exemples, et on les a évoqués, on voit bien qu'on a été marqué déjà cette année, c'est quand même très récent, le séisme en Turquie et au Liban. Donc, ce n'est pas des phénomènes de ce qu'on pourrait appeler des risques en cascade, mais ces catastrophes que je vais évoquer illustrent un autre phénomène qui est l'intrication entre des dimensions naturelles et des dimensions sociales qui sont à l'origine justement de ces catastrophes. La Turquie, donc des zones urbanisées où théoriquement il y a des réglementations sur le bâti, et à cette occasion, on se rend compte que ces réglementations ne sont pas respectées. Donc lorsqu'on étudie les séismes, on n'étudie pas toujours comment le bâti est fait, mais pour un sociologue qui s'intéresse aux risques, c'est vraiment comment tenir ensemble à la fois ce qu'est la matérialité et les phénomènes naturels, mais aussi comment sont organisées les sociétés qui vivent à proximité de ces risques. D'autres types de risques que je voudrais de catastrophes plutôt, pardon, que je voudrais signaler, qui ne sont peut-être pas les catastrophes qui vous sont les plus familières, mais je voudrais vraiment, je dirais pourquoi je les signale ici. En haut de l'image, un incendie géant détecté par des satellites de la plus grande décharge de pneus au monde, décharge illégale qui est au Koweït, qui a brûlé pendant un certain temps. Les décharges de pneus sont un site à risque. Il y a eu la même chose dans la région de Madrid. Il a fallu évacuer 10 000 personnes pendant plusieurs jours. En bas, toujours cette année, en début d'année, des inondations à Kinshasa qui provoquent une rivière de plastique. Et cette rivière de plastique elle-même aggrave les inondations dans certains quartiers. Ce n'est pas les risques que vous avez l'habitude d'étudier, mais ce que je voudrais signaler, c'est vraiment que les problèmes posés par ce type de catastrophe, aujourd'hui en tout cas pour les gens qui sont en sciences sociales, posent des questions similaires de cette intrication qu'il peut y avoir entre des risques naturels et les modes de vie. Mais au-delà simplement des risques naturels et des modes de vie, ce que signalent ces catastrophes, c'est vraiment un constat qui est aujourd'hui fait par un certain nombre à la fois de politiques et d'experts, qui est que nos sociétés font face... Est-ce qu'elles font face à plus de catastrophes ou de risques? Probablement, parce qu'elles ont généré à la fois leur mode d'organisation, l'interdépendance des systèmes, l'urbanisation galopante à l'échelle globale, notamment dans les Suds, le plastique, etc. Et donc pose un problème qui est de plus en plus abordé dans différentes instances à la fois d'expertise, mais fait l'objet d'une réflexion politique. Alors, les risques et les catastrophes, la manière dont elles sont abordées par d'autres acteurs que les acteurs scientifiques est un peu différente. Il y a vraiment des acteurs qui jouent un rôle fondamental dans la question des risques et des catastrophes, ce sont les assureurs. Il faut, pour rembourser, en tout cas dans certains pays, ce n'est pas vrai à l'échelle mondiale, mais la manière dont on pense beaucoup de catastrophes, c'est finalement combien elles coûtent. Et elles coûtent de plus en plus cher. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Sur Internet, vous pouvez trouver énormément de choses sur le coût croissant des catastrophes. Et cette réflexion, l'impact économique des catastrophes, c'est ce qui préoccupe un certain nombre d'acteurs, de décideurs, parce que c'est l'organisation même de nos sociétés qui est en jeu. Alors, une autre manière de penser les risques, je pense que vous voyez suffisamment, c'est les réflexions qui sont menées
depuis le début des années 2000, 2001, l'attentat à New York n'y est pas pour rien. C'est vraiment la question justement des risques globaux. Qu'est-ce qu'un risque global finalement? C'est-à-dire, ça peut paraître évident pour les géosciences parce qu'il y a eu ce comité des changements globaux, il y a toute une réflexion sur ce qui est global, c'est-à-dire ce qui est planétaire, mais les réflexions sur les risques globaux dépassent très largement les phénomènes planétaires ou les phénomènes naturels. Ici, ce que vous voyez, c'est des rapports qui sont extrêmement influents, qui sont publiés maintenant depuis plus d'une dizaine d'années par le Forum économique mondial, donc à Davos, où un certain nombre de dirigeants, d'économistes, etc., se réunissent, mais c'est un travail qui n'est pas fait au moment de Davos, qui est fait vraiment sur toute l'année, à partir de la consultation d'1 millier d'experts chaque année pour qu'ils indiquent quels sont les risques globaux qui leur paraissent importants sur le moment. Et lorsque on étudie ces rapports qui sont vraiment intéressants, on voit vraiment un déplacement. Et ce déplacement, depuis plus d'une dizaine d'années, c'est vraiment un déplacement de la préoccupation économique qui est au cœur de ce qu'est Davos, vers le fait de pointer que finalement, les risques environnementaux, le changement climatique, donc, sont devenus aussi préoccupants, sinon beaucoup plus préoccupants, vraiment à la tête des classements. La pandémie a juste inversé une année, mais ça fait à peu près 3-4 ans. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est cette année, c'est ce que vous avez là, 2022, ce n'est pas simplement le changement climatique ou les effets, c'est vraiment le coût de l'échec des politiques. De l'échec des politiques qui sont adressées à ce type de risque, qui commence à être vraiment une préoccupation de la part des experts. Ce n'est pas simplement le phénomène naturel, mais notre capacité ou incapacité à y répondre. Alors, un autre acteur, pas manière, les assureurs, et les assureurs jouent un rôle fondamental dans le fait de penser les risques. Le risque est d'abord une catégorie qui a été bien sûr mise en avant par les probabilités, mais aussi construite dans le cadre de l'histoire de l'assurance. Donc, le rapport d'AXA est un rapport qui menait et aussi d'assureurs suisses, qui est attendu régulièrement justement pour penser ces risques. Et là aussi, la question du changement climatique est mise en avant. Alors, quand on dit changement climatique, je vais peut-être y revenir. Non, je l'ai enlevé, j'avais une autre dia, je voulais rentrer, mais je n'ai pas le temps. C'est pas simplement, c'est vraiment les changements climatiques et ses conséquences telles que peut-être des assurances imaginent, la sécheresse, les incendies, toute une série de phénomènes. Donc si je pointe cette manière de catégoriser les risques, non pas forcément que je la partage, mais je voudrais la mettre dans la discussion pour inviter peut-être les scientifiques qui travaillent sur les questions des risques, d'être au fait qu'il y a d'autres acteurs qui s'intéressent aux risques, et on discute, qu'on le veuille ou pas, dans l'espace public, au moment de l'expertise, au moment de la décision, des politiques à mettre en œuvre avec ces acteurs-là. C'est-à-dire que quand il y a des données qui sont produites, des données de surveillance ou des données scientifiques, la trajectoire que ces données vont avoir, elle n'est pas liée simplement à la qualité de la science qui est faite, mais vraiment à un ensemble d'interactions sociales et politiques, à un contexte donné sur un territoire donné. Mais on pourra y revenir. Alors, le problème aujourd'hui auquel on est confronté, ou un certain nombre en tout cas à la fois de chercheurs, mais d'acteurs, différents types d'acteurs tentent de traiter, c'est vraiment comment faire face à un ensemble de risques dont le coût pour la société est de plus en plus important, des risques qui se posent dans une société organisée de manière complexe, avec vraiment, je pense qu'on l'a vu avec le Covid, tout ce qui est logistique, les grands flux internationaux, etc. Donc une complexité de nos systèmes économiques à l'échelle internationale, mais aussi des risques qui nécessitent l'intervention de différents champs scientifiques, avec la variabilité, y compris des phénomènes naturels. Donc comment penser finalement le social
et la naturelle en même temps et à l'échelle planétaire. Donc ce n'est pas du tout des problèmes simples qui vont de soi. Ça signifie vraiment peut-être repenser la place des sciences, en tout cas des données scientifiques qui sont produites dans la société. Alors, vraiment, je prends la société au sens large, pas simplement vis-à-vis du décideur. Il n'y a pas le scientifique et le décideur. Les dynamiques politiques, les dynamiques d'organisation de nos sociétés sont des choses complexes. Les scientifiques, justement, étudient de manière très détaillée tel ou tel phénomène, telle ou telle roche. Je ne veux pas dire que les roches, c'est plus simple que les sociétés humaines, mais croyez-moi, les sociétés humaines ne sont pas simples à étudier, leurs dynamiques ne sont pas toujours simples à comprendre. Donc, ce sont aussi des éléments dont on doit tenir compte au moment de cette circulation des savoirs scientifiques en société. Je n'aborde pas la question de l'éducation, même si elle est très importante, mais plutôt vraiment la question des décisions et de l'élaboration des politiques nécessaires pour faire face à ces risques. Donc, une question qui se pose, justement, des géosciences du futur, ce sont peut-être aussi des géosciences où les scientifiques sont beaucoup plus, alertes au fait des enjeux sociopolitiques des données qu'ils peuvent produire. La science n'est pas en dehors de la société. L'institution scientifique, elle est pleinement influencée par des politiques, par les budgets, etc. Et donc, les types de données qui sont produites, leur trajectoire doit être, me semble-t-il, beaucoup mieux comprise par les scientifiques qui la produisent. Alors, un autre aspect sur lequel je voudrais insister probablement, c'est justement dans l'étude des risques ou des désastres, de ce qu'on appellerait justement les risques naturels qui font l'objet peut-être plus des travaux de l'IPGP. Le mot naturel pose problème, en tout cas pose problème aux sociologues, etc. Et pas simplement aux sociologues, il pose problème au Bureau de la réduction des catastrophes des Nations Unies, dans la mesure où cette phrase, qui est reprise d'un sociologue américain, il n'y a rien de naturel dans les risques naturels. Les désastres sont à la fois des aléas naturels qui font l'objet majoritairement des études qui sont produites, mais ces risques, ces aléas prennent place dans des sociétés. Et c'est vraiment la rencontre. Ce sont les sociétés qui, est-ce qu'elles produisent, en tout cas, qui sont à l'origine de ces désastres. Alors, pour ça, je pense, mais je pose ça vraiment pour la discussion, il me semble qu'en France, on reste vraiment très marqué par une approche qui est qu'il y a des catastrophes naturelles, des catastrophes technologiques. Nous avons franchi le pas dans le cadre des travaux sur le PEPR sur les NATEC, qui sont technologiques naturelles parce qu'il y a eu Fukushima. Mais je pense que nous avons besoin presque d'une révolution épistémologique pour insister sur l'importance de penser les dimensions sociales pour vraiment à la fois connaître les conséquences, bien sûr, d'un certain nombre d'aléas, mais pour répondre pleinement aux risques. Ce n'est pas simplement des données sur les séismes ou les volcans qui vont alerter. L'alerte ne fait pas une politique, c'est un bout d'une politique publique, mais c'est vraiment comment est organisée une société à un moment donné, quelle est sa préparation, pas simplement par les exercices, quelles sont les infrastructures qui sont en place, comment sont traitées les populations les plus vulnérables. Ça a été documenté par des milliers de travaux, notamment suite à un certain nombre de catastrophes. Et donc, comment ces dimensions-là sont importantes à prendre en compte. Sinon, comme le dit un livre récent, nous fabriquons finalement nous-mêmes un certain nombre de catastrophes. Nous ne maîtrisons pas un volcan, nous ne maîtrisons pas un séisme, mais nous maîtrisons la manière dont nos sociétés peuvent être organisées dans le futur. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. On va faire une petite table ronde, un petit moment de discussion. Je pense qu'on peut tous s'installer. Et on a assez de micros, je pense, pour le public. On a 3 micros, même. Ah, aussi. Tiens, mets-toi là comme ça. Alors pour ouvrir la discussion, enfin, je vais y aller avec mes gros sabots de journaliste. Hein. C'était toujours une question qu'on se pose tous, et je sais que vous allez hausser les épaules et tout, mais avec toutes les constellations de satellites, l'intelligence artificielle, les grands modèles qui arrivent, qui déboulent dans la recherche, est-ce qu'on peut espérer, je sais que c'est très difficile, mais prévoir des séismes, des éruptions volcaniques, je sais que c'est un gros mot en géophysique parfois de dire prédire ou prévoir des séismes, mais est-ce qu'on peut avoir cet espoir-là où il y a des difficultés fondamentales qui subsistent malgré tous ces progrès et ces nouveaux outils? Ok. Oui, c'est vrai qu'avec les données satellitaires, on peut faire notamment la surveillance, par exemple, des formations ou des points chauds des volcans, par exemple. C'est clair qu'on peut beaucoup plus surveiller. De là à prédire, c'est plus difficile. Je dirais un grand changement que, disons, personnellement, j'ai vu, c'est la détection de ces événements très, très, très rapidement. Surtout dans des endroits où peut-être il n'y a pas beaucoup d'observations directes parce qu'ils ne sont pas très bien surveillés. Et une autre chose que j'ai vue aussi, c'est l'estimation du dégât du phénomène ou de cet événement beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace pour que ça puisse être réparé d'une façon beaucoup plus effective. Disons, moi aussi, je pense que dans le futur, qui sait les satellites, mais si on regarde un peu l'histoire, c'est clair qu'ils vont de plus en plus. Et je pense qu'on a un bon espoir d'avoir des observations satellitaires dans récurrence qui est la bonne pour pouvoir éventuellement prédire certains changements. Par rapport à ce que, disons, certaines observations, on peut peut-être faire ça, mais il y a des autres observations qu'il faudrait faire encore plus souvent, disons tous les heures, tous les jours au moins par rapport à la dynamique éruptive. Et ça, les constellations de satellites ne sont pas encore assez denses pour avoir cette vision en temps réel pour le moment? Ça dépend de quel satellite on parle et ça dépend de quelle information on parle. Il y a aussi des problèmes qu'il y a les satellites qui ne sont pas prêts pour nous. Disons, il faut des acteurs qui ont une puissance économique qui ne font pas partie de la société ou font partie d'une société qui n'est pas peut-être celle-là qui est préoccupée pour les problèmes. Il y a beaucoup de startups qui ont des données privées. En fait, elles les gardent. Je ne sais plus, il y a une startup finlandaise ou je ne sais trop quoi qui fait beaucoup d'interférométrie radar et oui, qui garde les données pour elle. En fait. Disons, si on peut convaincre Elon Musk de mettre, disons, ces satellites là où on veut, peut-être, on pourrait faire des autres choses, ça c'est sûr. Il y a quand même des accords internationaux par rapport à certains satellites de demander des tâches, quand on voit qu'il y a un problème, de qui se focalise sur certaines zones. Mais oui, en fait, probablement il y a plus de choses qu'on pourrait faire, qui existent, qui ne sont pas encore mettre dans le contexte pour être utilisées de la façon comme on pourrait mitiger encore mieux tous ces phénomènes. Pour les séismes. Ouais, pour les séismes. On peut réfléchir. En fait, je réfléchissais, il y a eu un séisme en 2019 en Californie, qui est une zone qui est extrêmement bien instrumentée. On peut toujours songer à améliorer la couverture instrumentale, c'est vrai, mais il peut aussi s'avérer que les phénomènes qui peuvent être des signes avant-coureurs sont hors de portée de nos instruments. Donc même avec les outils les plus perfectionnés, il est possible que ça nous échappe et ça nous échappera toujours. Il y a quand même des expériences de laboratoire qui ont été réalisées et qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour tenter de prédire les prochaines ruptures au sein d'échantillons qui étaient des expériences analogues finalement au milieu terrestre. Et on voit que même ces expériences, elles sont finalement assez complexes. Alors, il y a des cas où ça fonctionne, il y a des cas où on peut finalement questionner, de savoir est-ce que ça fonctionne, mais est-ce que ça se généralise. Voilà, donc
même si à l'échelle du laboratoire, on peut commencer à voir un peu la difficulté, le passage sur le terrain, il est sans doute un peu ambitieux. Alors que c'est hyper simplifié en laboratoire, là c'est vraiment le truc le plus simple possible. Enfin, c'est très épuré comme dispositif. Voilà, c'est des dispositifs qui sont épurés au sens... enfin, ils sont épurés, ils contiennent aussi toute la complexité de la physique qui est à l'œuvre. Mais voilà, oui, effectivement, des dispositifs qui sont déjà un peu plus simples que le terrain, ils restent très difficiles à appréhender, même avec des outils avancés comme cela. Oui. Est-ce qu'en géomagnétisme, il y a aussi cette question de la prévisibilité? Alors, on voit les tempêtes solaires quand elles arrivent, on voit le plasma arriver, on peut le prévoir, mais après, est-ce qu'il ne faut pas faire pour savoir dans quel sens va aller le courant induit? Là, pour le coup, c'est assez compliqué, ça demande des calculs complexes, et de mesurer aussi la conductivité des sols, c'est un travail qui est fait. Il y a plusieurs aspects. La prévisibilité des orages, il y a des cycles solaires qui sont très bien connus. Le cycle actuel 25 est un peu plus actif que le précédent. Les cycles les plus importants ont eu lieu. Le dernier, c'était de 1955 à 65, où là, il y a eu donc de très gros cycles solaires. La compréhension de l'impact des orages sur les structures conductrices, c'est assez difficile, c'est un problème complexe. Il faut connaître la conductivité des sols et il faut avoir l'information sur le réseau. Et en fait, il y a peu de travail qui soit faisable si les gens qui gèrent ces réseaux n'ont pas une volonté d'étudier quel est l'impact d'un orage important sur leur réseau. Et actuellement, en France, ce n'est pas vraiment le cas. Oui, vous me disiez, oui, en France, ce n'est pas le cas. Dans les pays nordiques, évidemment, et même aux sûr, États-Unis, Canada, c'est vraiment... Il y a beaucoup de travail qui est fait aux États-Unis. Ils ont fait énormément de travaux aux États-Unis, dans tout le nord de l'Europe aussi. Il y a en Espagne, au Portugal, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. En France, pas tellement. Mais c'est probablement parce que l'opérateur a des moyens de mesurer les courants dans les réseaux et s'aperçoit que sur les structures de réseau en France, ce n'est pas un risque majeur. On a un réseau hyper interconnecté, enfin on a un réseau européen très connecté. Mais bon. Et aussi, vous disiez, Madame Boudia, que l'alerte n'était pas forcément une politique publique. Enfin, c'était très insuffisant comme démarche. Oui, l'alerte est indispensable, soyons clairs. Je veux dire, je ne veux pas être mal compris. C'est vraiment le début et baser la gestion des risques sans avoir l'alerte, c'est inimaginable. Simplement, vraiment, je voudrais insister sur ce point, si on veut avoir des politiques publiques vraiment sur les risques, quand on a une alerte, on peut évacuer, mais on n'évacue pas partout. Quand il y a un séisme comme celui de Turquie, bien sûr, l'éducation pourrait permettre aux gens de se protéger beaucoup plus, mais ça ne fait pas pour autant une politique suffisante pour gérer des risques majeurs, notamment. Il y a toujours le risque aussi de la fausse alerte, et après on n'y croit plus. Enfin, il y a, notamment pour les éruptions volcaniques, ça c'est assez classique, de se dire est-ce qu'on alerte ou pas, est-ce qu'on évacue ou pas, et si c'est une fausse alerte... finalement, la population va beaucoup moins adhérer au message après. Oui, le problème d'alerte volcanique, oui, c'est un vrai problème. Mais en fait, ça dépend beaucoup du pays et ça dépend beaucoup de la population. Disons, moi, je connais un peu par rapport à l'Indonésie et la population est si habituée aux éruptions volcaniques qu'ils n'attendent pas l'alerte. Disons, ils ont déjà des moyens de gérer leur propre évacuation et leur façon de fonctionner. Les problèmes qui sont plus grands, c'est pour des populations, parfois par exemple des volcans qui se réveillent, dans une population qui ne sont pas habituées aux volcans ou qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans le passé, qu'est-ce que ça veut dire, comment se comporter, des choses comme ça. Et c'est vrai que le problème des fausses alertes, c'est un vrai problème. Après, disons, j'ai parlé avec des gens, par exemple des gens qui font de l'analyse des risques, qui disent est-ce que c'est mieux que les gens se fatiguent ou jusqu'à quel point on garde l'alerte pour nous et après il y a un truc qui se passe, quoi. C'est vraiment une question de décisionnelle et c'est une question des sociétés, de comment on prend les décisions et comment on les implémente. Peut-être dire un mot sur ça, parce que c'est un débat, je suppose qu'il y a notamment aux Antilles. La notion de fausse alerte me paraît un faux cadrage, personnellement. C'est-à-dire, si on pense justement les politiques qu'en termes d'alerte,
Oui, ça pose problème si on fait de l'alerte ou pas. Mais sans une politique d'accompagnement sur les significations des données, c'est-à-dire de ce qu'on fait, finalement, en tant que scientifique, là, je parle, même qu'est-ce que l'incertitude, parce que le problème, il ne se pose pas que pour les volcans, il s'est posé au moment du Covid. C'est vraiment cette compréhension sociale, collective, de ce que les données scientifiques permettent, ce qu'elles ne permettent pas. Donc, spontanément, si l'alerte, c'est-à-dire la trajectoire de l'alerte est bien comprise, c'est quand même mieux d'avoir des alertes quand on est dans l'incertitude. Et donc, mais s'il n'y a jamais de travail qui est fait auprès des populations, d'éducation, de préparation, etc., ce dilemme, il n'est pas résolvable. Donc, un préfet qui me dit non, pas de fausse alerte, je dirais, mais par ailleurs, que faites-vous pour justement augmenter cette culture du risque? Pour vivre sur des territoires à risque, il faut une culture de risque plus importante que ce que nous avons dans un certain nombre de territoires français. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public, je n'ai pas grand-chose d'ailleurs, pour tout vous dire. Mais j'avais éventuellement une question pour enchaîner. On parle des 100 ans de l'IPGP. 100 ans, ça peut paraître beaucoup, mais en termes de données, ce n'est pas tant que ça. En fait, finalement, vous l'avez évoqué dans vos présentations, il y a un manque de profondeur encore historique aussi dans les données, que ce soit en termes de sismologie, de volcanisme ou autre, et peut-être géomagnétique. Enfin, on se souvient il y a eu cette première tempête solaire de Carrington, là, l'événement de Carrington au 19e siècle. Mais il y avait peu de détecteurs à l'époque. Mais pour revenir à la profondeur temporelle, ça c'est un défi que vous devez affronter. Oui, effectivement, les données, donc elles se sont densifiées de façon hétérogène en fonction de l'histoire, en fait. Si je comprends bien, on va dire, les différents événements qui ont eu lieu ont fait que ça a catalysé un peu les recherches sur ces événements. On a déployé de plus en plus de capteurs, puis il y a eu aussi d'autres phénomènes comme les crises géopolitiques mondiales qui ont fait que la sismologie, je vais parler de la sismo là, de densifier ces instruments, d'améliorer aussi les méthodes qu'on avait pour les utiliser. Ce qui fait qu'en réalité, on arrive à l'heure actuelle avec des réseaux très denses dans certains endroits. Les répartitions des capteurs ne sont pas non plus homogènes. Ça dépend des moyens qui sont mis à disposition pour pouvoir le faire. Donc on ne pourra jamais remonter à des temps vraiment très longs, mais on peut imaginer aussi, avec l'intelligence artificielle, pourquoi pas, tenter de venir apprendre, en quelque sorte, à voir avec la densité actuelle dans le passé, en faisant des expériences. Mais on ne pourra pas remonter à des temps qui sont suffisamment longs et qui nous intéressent beaucoup, quoi. La paléosismologie ne permet pas, c'est au cas par cas et c'est assez rare, c'est maigre comme données. Comme c'est des observations de terrain qui sont beaucoup moins, en quelque sorte, numériques que celles dont on dispose à l'heure actuelle, je ne dis pas qu'il n'est pas impossible de proposer des liens à un moment donné, mais oui, c'est des données qui sont vraiment très différentes. Et donc d'arriver à faire ce lien, c'est peut-être une idée, mais qui va falloir, qui n'est peut-être pas actuelle. Oui, en fait, dans les volcans, c'est des problèmes, c'est un discours similaire. Quand à peu près à partir de 1950, on commence à avoir des données instrumentales très, très importantes. Mais aussi, il y a des études dans lesquelles même j'ai participé, même si je ne suis pas historien. Il y a des historiens qui sont capables, dans certains pays, qui ont de l'écriture depuis longtemps, des enregistrements, de dire les gens ils ont ressenti ça, les maisons ils sont tombées. On peut faire des tremblements de terre ou des éruptions avec des données historiques qui, en fait, parfois, ils sont très importantes parce que ce qui se passe, c'est une chose, c'est les données, l'autre chose, c'est les phénomènes, en fait. Il y a deux échelles de temps. Disons, les sociétés modernes, ils n'ont pas encore expérimenté des événements qui ont passé il y a 150 ans. Par exemple, une très grande éruption volcanique. Ça n'a pas encore eu lieu dans une société moderne. C'est-à-dire l'information qu'on a, c'est l'information historique de comment les gens, ils ont, les impacts qu'ils ont eus, où il n'y avait pas de récolte, où les gens sont morts de faim. On arrive à reconstituer l'intensité soit d'un séisme, soit d'un volcan, à l'inférer plus ou moins à partir de ces témoignages? Tout à fait, oui. C'est assez, instructif pour arriver à faire des modèles. Il y a des modèles comme ça un peu
opérer hybride, si on veut des données dures et des données moins dures, qu'on peut essayer de combiner à faire. Et en relation aussi, on cherche sur les données, mais dans le cas des éruptions, on parlait de tremblement de terre, mais aussi que dans les éruptions, il y a l'érosion. Disons, et après, on a des modèles statistiques qui permettent d'estimer combien d'éruptions il manque d'un registre géologique parce qu'ils ont été simplement érodés, ils ont disparu. Et vous, en plus, vous avez les volcans sous-marins. Enfin, on parlait de celui qui est né près de Mayotte, mais qu'on a pu détecter indirectement. Et le Onga Tonga, là, qui, lui, est très détectable du fait de son énorme énergie. Il y a des grandes zones d'ombre comme ça aussi Moi, je dirais, oui, au niveau sous-marin, il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas encore juste faire une bonne cartographie de la topographie marine. Il y a beaucoup d'endroits qu'on ne connaît pas. Et disons, moi, je connais un peu par rapport au sud-est asiatique, où il y a de plus en plus de câbles sous-marins que des infrastructures, mais on n'a pas encore une bonne topographie. On ne sait pas s'il y a eu des volcans, combien de volcans, ou même des glissements de terrain sous-marins. C'est clair, bon, il y a beaucoup, comment dire, agenda scientifique dans le monde. Différents scientifiques demandent des sous pour différentes choses. Ils ont on peut aller à la Lune, et les autres ils disent, on peut aller à la Lune, mais on ne connaît pas encore les fonds sous-marins. Et est-ce que les câbles sous-marins permettent, et les fibres optiques permettent aussi de détecter que ce soit les séismes ou les éruptions? Ça peut être un outil nouveau? Les câbles sous-marins, alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas si les câbles sous-marins ont été utilisés, mais évidemment que ça pourrait être intéressant. En fait, donc ces fibres optiques, on peut les déployer évidemment dans des milieux qui ne sont pas ou peu difficilement accessibles avec la sismologie classique. Et donc, il y a beaucoup de câbles qui ont été déployés, par exemple, dans des zones un petit peu complexes, voire sous-marines, en Méditerranée, etc. Utiliser le préexistant, ça peut être un peu technique parce qu'on a besoin que ces instruments soient correctement couplés avec le sol, quoi, finalement. Et donc, voilà, je ne sais pas quels sont les projets pour l'utilisation de la fibre sous-marine préexistante, quoi. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public, éventuellement. Ah, voilà, monsieur. Enfin, il y en a deux. Jeune homme. Bonjour. Bon, merci. D'abord, merci à tous pour vos présentations. C'était trop bien. Et je voulais juste parler un peu du rôle des scientifiques, un peu dans la divulgation et de la science en général, mais plutôt lié à tout ce qui est de risques naturels. Et je vous parle de mon expérience personnelle. Et je viens d'un pays qui a beaucoup de risques partout. Et des tsunamis, des séismes, des volcans, des incendies. Et donc j'ai passé toute ma vie avec, en attendant, un cataclysme, un méga séisme de magnitude 10 qui allait détruire. Vous vivez où? Je viens du Chili. Ah d'accord, ah oui. Donc j'ai passé toute ma vie en attendant un grand crise, un grand événement. Et mes personnes expliquaient qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et il n'y avait pas un argument derrière. C'était toujours, ici un séisme, tu sors de ta maison et tu t'éloignes de la mer. C'est tout. Et mes personnes comprenaient quoi et qu'est-ce qui s'est passé. Et après des années qui passent, et les gens commençaient à penser que c'était un type des politiques qui voulaient faire des messages à la gens ou des raisons politiques, je sais pas, pour gagner des votes et tout. Et les gens commencent à ne pas croire et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ça, chaque fois qu'il tombe un grand événement, genre les séismes de 2010, et que les mêmes autorités n'ont pas donné l'avis d'évacuer les gens, et on a eu un grand tsunami après qui a fait beaucoup de dégâts. Et donc, mais nous, on vient d'un pays qu'on connaît que ça se passe tout, mais on ne sait jamais, on n'a vraiment pas l'information et derrière, un peu de mettre en place de façon facile à comprendre de la part des scientifiques. Donc, je voulais un peu discuter ça et comment on peut améliorer ça et c'est quoi notre rôle aussi comme chercheurs qui nous donne envie de créer de la science. Mais aussi, c'est important de la mettre en place pour toute la communauté. Merci. Peut-être dire très rapidement, je pense que vous soulignez quelque chose d'important. Effectivement, quand il y a beaucoup d'alertes
sur des phénomènes qui ne sont pas récurrents, parce qu'après, il y a certains risques naturels qui reviennent tous les ans. Ça dépend aussi beaucoup du type de région où vous êtes et du type de risque naturel. Donc, et dans des pays, vous soulignez quelque chose qui est, les gens pensent au bout d'un moment que c'est le gouvernement qui veut faire peur, etc. Autrement dit, moi je l'interpréterai aussi, c'est pas simplement qu'on ne comprend pas, c'est que la structuration politique d'une société à un moment donné, c'est-à-dire là où se passe le risque, est un élément important. Donc la société chilienne n'est pas la société cubaine, n'est pas la société japonaise quand il s'agit de faire de l'alerte. Donc ce qu'on a amélioré, c'est pas simplement la compréhension de comment on explique les alertes, l'incertitude, c'est de l'ancrer beaucoup plus dans les territoires, c'est même pas simplement à l'échelle d'un pays, dans les territoires, voir le rapport entre l'institution politique et les scientifiques peuvent être classés dans le monde institutionnel dans certains cas. Donc vraiment avoir une compréhension fine de ces phénomènes-là. Donc on a des travaux, on parlait des données manquantes sur les séismes ou sur les volcans, mais on a aussi des données manquantes et de manière dramatique sur les sociétés humaines face au risque. On sait beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de travaux, notamment aux États-Unis, il y a eu beaucoup de travaux en Amérique latine, au Pérou, etc., et on sait un certain nombre de choses. Mais là aussi, je crois qu'il faut à la fois dégager des manières de faire partagées d'un endroit à l'autre, et on a le cas japonais très intéressant, il y a quand même un savoir-faire sur l'éducation des populations au risque, mais on a aussi à inventer territoire par territoire en tenant compte des acquis justement de la recherche sur la psychologie, sur la sociologie, sur les sciences politiques, et l'adapter et le faire avec les populations. Parce que je crois que vraiment, tout à l'heure ça a été dit, qu'il y a des territoires où les populations ont une connaissance beaucoup plus intime du risque, peuvent vivre avec les risques. Et ça, il y a suffisamment de travaux pour qu'ils le montrent, qu'une construction d'une politique des risques qui ne se fait pas avec les populations est en partie vouée à l'échec, sauf si on est un pays capable d'évacuer les gens face à un truc. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très difficile. C'est pas éduquer, c'est pas expliquer le risque. C'est vraiment se mettre au même niveau qu'un certain nombre de groupes sociaux, parfois qui connaissent pas. Et on sait que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus efficace plutôt quand on procède de cette manière-là. J'espère qu'on va, en tout cas, il y a des recherches qui vont démarrer dans cette perspective, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de travailler avec des chercheurs de l'IPG, parce que c'est absolument indispensable à un moment d'effritement. Tout à l'heure, on parlait justement de l'enquête dans Le Point, mais au-delà de l'enquête du Point, à un moment d'effritement de la confiance dans les institutions et de la confiance dans le politique. Parce que c'est quelque chose qui se construit. Enfin, il y a cette petite anecdote vous voyez les pierres, les stèles qui sont installées au Japon dans certains villages pour dire ne construisez pas ici parce qu'il y a eu un tsunami il y a 200 ou 300 ans. Et en fait, je crois savoir que pour le tsunami de 2011, personne ne lisait en fait ces stèles. Tout le monde s'en fichait, comme on regarde même pas les statues qu'il y a dans la rue, on s'y intéresse pas. Si c'est pas construit socialement, enfin s'il n'y a pas un vrai discours là-dessus. Enfin bon, c'était juste une petite anecdote comme ça. Juste pour rebondir sur la question, moi, ça m'a interpellé aussi pour dire quel est notre rôle un peu plus directement finalement aussi, parce qu'on a le droit d'aller parler aux gens. Donc ça m'a fait penser à deux choses. Il y a eu une crise sismique. Alors c'était pas des grands séismes, mais c'était de nombreux séismes. C'était dans la vallée de la Mayenne, je crois, dans les Alpes. Et à ce moment-là, donc, on a été sollicité pour aller déployer des capteurs. Et puis on a été interrogé par les personnes qu'on a rencontrées quand on a fait cette opération. Et on se rend compte, évidemment, nous on a la tête dans les données et dans ces connaissances, donc on n'a pas de souci à réagir, on garde un peu la tête froide dans ces cas-là, parce qu'on sait à peu près ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe, mais on arrive à anticiper, on a ces connaissances-là. Et quand on informe les gens, finalement, il y a cet effet de rassurer aussi.
et donc de renseigner sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Et donc, il y a une collègue aussi de l'Institut de physique du globe qui a mené des... Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir en parler totalement parce que je n'ai pas toutes les connaissances, mais par exemple, Lise Retailleau qui travaille sur Mayotte, elle a eu aussi un budget pour faire de la science participative et montrer à la population, donc par exemple dans les écoles, de quoi il était question, que sont ces vibrations qu'on ressent, à quoi elles sont dues ou à quoi on pense qu'elles sont dues, etc. Et ça, c'était des démarches qui étaient évidemment très intéressantes et qui peuvent permettre aussi de briser finalement ce problème que tu évoquais, de dire, voilà, les gens, ils n'ont pas une connaissance profonde du risque sismique, et donc ils subissent un peu la politique qui est menée derrière sans en avoir les connaissances. Donc c'est des choses qu'on peut faire aussi, oui. Et ce sont des questions qui se sont posées pendant la crise sismique à Mayotte, enfin le volcan sous-marin qui est né pas très loin de Mayotte, et ça a soulevé de grandes craintes. Je crois qu'il y a une autre question, plusieurs autres même. Oui, Marc Sosson, laboratoire de GeoAzur sur Nice. Donc c'est pour répondre à la question concernant la fibre optique sur le long des côtes et l'utilisation effectivement de cette fibre. Eh bien oui, on peut répondre aujourd'hui qu'il y a des possibilités. Entre autres, on a parlé du Chili, et entre autres l'utilisation de la fibre optique le long des côtes du Chili à partir des fibres télécom. Et donc il y a une ERC qui est mise en place là-dessus et qui va déboucher justement sur les nouveaux types de stations sismologiques, en fin de compte, grâce aux fibres optiques sous la mer et grâce aux télécoms. Bon, je peux essayer, c'est que j'ai perdu ma voix, donc on m'entend très très mal. Moi aussi, je travaille sur les fibres optiques au large de Catane. Là, c'est un câble déjà en place. Et j'ai pu commencer des mesures sur un réseau qui relie les îles guadeloupéennes entre elles. Et l'IPGP est familier avec ce type de travaux parce qu'il y a un projet en place qui s'appelle FibroSainte, aussi en Guadeloupe. Et ils sont fortement impliqués, bien sûr, sur le futur observatoire câblé à Mayotte. Oui, bonjour. Donc, je vais revenir sur la question du rôle des scientifiques dans la société. Je pense qu'il y a un piège toujours quand on parle d'aléas naturels. C'est la question qui revient, qui est venue aussi aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de répondre à quand est-ce que et où sera la prochaine catastrophe. Et je pense que là, voilà, il ne faut pas oublier, donc c'est là que je vais lancer un peu le débat, sur le fait que probablement notre apport le plus important, ça doit être sur les politiques à long terme, c'est-à-dire la préparation des sociétés aux aléas naturels. Si on prend par exemple le cas de l'aléa sismique, je suis sismologue, bien sûr on ne sait pas dire quand et où aura lieu le prochain séisme, mais ce qu'on sait dire plutôt bien, c'est quels sont les effets, quelles sont les zones les plus susceptibles d'expérimenter des secousses importantes et quelle est l'importance de la secousse la plus probable qui aura lieu d'ici les prochains 50 ans. Par exemple, si on prend une carte d'aléa sismique pour la Turquie, eh ben, on peut voir très bien, évidemment des cartes préparées avant les derniers séismes du mois de février, on peut voir très bien que ces zones-là étaient déjà bien rouges sur les cartes d'aléa sismique. Voilà, donc je pense que c'est important chaque fois de rappeler qu'il n'y a pas que l'alerte à court terme, mais c'est plutôt l'alerte à long terme, ça veut dire l'appui aux politiques de construction, de prévention des risques. Et c'est là, je pense, qu'on peut donner une contribution majeure. En fait, je voulais aussi revenir sur l'histoire des scientifiques et le rôle des scientifiques. En fait, disons, me positionnant comme scientifique des sciences dures, moi, je voudrais, si on est scientifique de sciences dures et on veut s'approcher aux populations, il faut collaborer avec un scientifique des sciences sociales, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut commencer à faire mal, notamment pour demander et faire, par exemple, un questionnaire, qu'est-ce qu'ils pensent les gens. Quand on fait un questionnaire, ça dépend comment on fait le questionnaire, on a des réponses complètement différentes. Mon expérience, c'est de dire que si, disons, mon rôle, disons, comment je vois, c'est de générer les données, interpréter les données, et après faire une interface avec des autres personnes qui communiquent ces résultats
Et encore, il y a une autre interface, il y a beaucoup d'acteurs. C'est pour ça que c'est un problème complexe, parce qu'il y a les données, il y a comment on communique les données, mais comment on communique, ça dépend qui est à l'autre côté, on communique différemment. Moi, je dirais, si on est scientifique et dur et on s'intéresse à ce thème-là, il faut travailler avec quelqu'un qui sont des professionnels de la communication ou des sciences sociales. Merci Fidèle, je ne peux être que d'accord. Justement, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que la question qui se pose, que ce soit l'alerte ou dans les rôles des scientifiques, c'est vraiment les cadrages des problèmes, ce qu'on appelle en sciences politiques, comment on définit un problème. C'est très important en sciences, avant d'agir, d'instrumenter, vous définissez quand même quelle est la question, quel est le problème. Et bien c'est la même chose dans les sociétés et notamment au niveau politique. On sait la faille de Levant, on sait qu'elle crépite. Il y a un certain nombre de villes, Beyrouth. Je discutais hier avec une collègue turque qui me disait qu'il y avait des gens, là c'est plutôt le côté anatolien, qui quittaient Istanbul, qui allaient s'installer à la campagne, etc. Donc il y a des choses effectivement qu'on sait malgré l'incertitude. Et ça concerne essentiellement l'organisation des sociétés. Et sur ce volet-là, malheureusement, les travaux, on a beaucoup de professionnels des risques, mais ce qui nous manque suffisamment, c'est des analyses assez approfondies sur des problématiques qui sont des problématiques compliquées. De la même manière que certains terrains scientifiques sont compliqués, je le dis souvent, les sociétés, c'est encore plus compliqué dans leur mode d'organisation et dans leur mode d'action sur la durée. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le public, éventuellement. Ouais. Oui, moi, je voudrais vous remercier déjà pour vos présentations et ce débat qui est très riche. Je suis géographe, je suis un peu un petit ovni dans ce monde de l'IPGP. Je suis en post-doctorat au sein de l'équipe sismologie. Et je voulais vous remercier pour ce dernier point sur le partage justement des compétences entre les différents métiers. Je pense que c'est un point fondamental sur la place des scientifiques aussi dans la prise de décision. On n'est pas des décideurs, on n'est pas des politiques, on est des producteurs de savoir. Il y a un effort de vulgarisation à faire qui est clair, qui est évident, de transmission, de co-construction éventuellement dans le cadre de la science participative. Mais je pense que chacun a vraiment son métier et sa manière de concevoir et de comprendre les problèmes et les décisions à prendre. Les administrateurs, les gens qui sont au niveau des préfectures, de la prise de décision politique, ont aussi une vision qui est plus globale du territoire et plus intégrée avec les différentes problématiques qui sont liées aux risques, mais aussi à l'attractivité des territoires, à la question de l'accès aux ressources, etc. Du coup, je voudrais juste, pour conclure ce petit point, cette petite remarque, parler de ce qui s'est passé à l'Aquila aussi dernièrement, en 2008, et sur cette prise de décision, finalement, cette implication des scientifiques dans la prise de décision politique, qui s'est terminée, comme on le sait, par un procès qui a mis en cause leur intégrité morale. Donc, je voulais terminer là-dessus en disant qu'en effet, je pense qu'on a chacun son domaine de compétences et chacun son métier, que davantage que d'aller, de dépasser ce cadre-là, il s'agit de construire ensemble et de se complémenter les uns les autres par rapport à nos spécificités scientifiques et opérationnelles. Oui, moi je voudrais simplement faire une remarque sur le fait que tous les chercheurs de l'IPG sont tous conscients des impacts sociétaux de leur recherche, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Une grande raison de leur motivation pour faire de la recherche sur les tremblements de terre, les volcans, les glissements de terrain, tout ça, c'est justement parce qu'ils pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose au niveau sociétal. Donc il n'y a aucun doute là-dessus, et tous les chercheurs à leur niveau essayent de former les gens autour d'eux, de faire de la science participative. Mais le vrai problème, c'est que les résultats de la science, c'est ce que était déjà dit précédemment, c'est qu'en fait, ce qu'on propose, c'est plutôt de prévenir que de guérir. Et ce qu'on propose aux politiques, et c'est là où on n'est pas du tout écouté, parce que des relations avec des politiques, on en a dès qu'il y a une catastrophe. Mais quand on leur dit qu'il faut construire aux normes parasismiques, pour être grossier, ils s'en fichent totalement. Et donc, rien n'est mis en œuvre. Moi, je sais très bien depuis très longtemps où on dit que, notamment aux Antilles, il faudrait mettre aux normes parasismiques tous les bâtiments publics. Déjà, ce serait un premier pas. C'est pas compliqué, c'est du bon sens. C'est notre rôle de le dire aux politiques. Et ils ne font rien. On peut travailler avec les sociologues, ils feront du bon travail, c'est pas le problème. Mais il y a des choses toutes bêtes qui coûtent beaucoup d'argent. Et ça, c'est là où le bas blesse, c'est que les politiques ne prennent pas le relais.
Et ce qui se passe avec le changement climatique, c'est un peu de même nature. C'est-à-dire qu'il faut que la catastrophe arrive pour que les politiques commencent à réagir alors qu'on pourrait prévenir. Il y a encore. Ouais. Oui, vous m'entendez? Oui. Pour rebondir là-dessus, j'ai apprécié l'intervention de Mme Boudia. À la fin, vous parliez justement de cette interaction, de cette difficulté d'approcher le politique. Alors, c'est très bien les conclusions où on voit qu'il y a une importance de changer ce rapport entre le scientifique, le politique. On a vu au moment de la crise du Covid qu'il y a eu une tentative de faire ça avec le conseil scientifique, avec tout ça. Pour les risques, effectivement, les récurrences sont plus longues. Une fois que la catastrophe est faite, on peut avoir un conseil scientifique, mais il n'est plus très utile. Comment faire, pratiquement? Comment approcher ça? L'IPGP a été, au cours de son histoire, à quelques reprises, assez proche du pouvoir, assez proche de la politique. Quel rôle pourrait avoir l'IPGP dans une élaboration de quelque chose au niveau de cette approche des politiques? On sait que c'est très difficile, c'est très dangereux la responsabilité au niveau du risque, elle est difficile à prendre. Nous n'en avons pas les moyens, donc nous ne la prenons pas. D'un autre côté, comment trouver les bons termes de cette interaction? Je pose la question. Je crois qu'il y avait encore quelqu'un. Vous voulez réagir tout de suite? Allez. Je pense, et ce que vous exprimez, ce qu'exprime un certain nombre à la fois de scientifiques, mais aussi de citoyens, c'est-à-dire, et je crois que le cas du changement climatique, c'est probablement montre à quel point il peut y avoir le sentiment qu'on a à la fois des données scientifiques et en même temps l'action ne suit pas. Et là, il me semble que c'est primordial de comprendre qu'il n'y a pas que la science qui fait la société. La société, elle est faite d'intérêts économiques, elle est faite d'orientation politique, de choix, etc. Et donc, comprendre ces dynamiques-là, c'est important parce que les politiques peuvent être différentes selon les moments et selon le territoire. Et l'exemple des Antilles et de la construction parasismique, peut-être que le problème, ce n'est pas que les politiques ne comprennent pas. Peut-être que la manière dont la population sur ces territoires est considérée n'est pas exactement la même que comment elle est considérée en métropole. Et donc là, c'est d'autres facteurs, d'autres éléments qu'il faut tenir dans l'analyse. Ça a été très bien documenté, je veux dire, pas sur le cas français, mais sur le cas américain, où on a des centres disaster studies depuis les années 50. Nous n'avons pas de centre de disaster studies en France. C'est quand même, alors qu'aux États-Unis, il y a beaucoup, depuis les années 50, le premier, celui du Delaware. Donc on manque finalement, y compris de travaux et de réflexions sur comment influer sur le politique. Les scientifiques ne sont pas simplement des producteurs de données. Je voudrais donner le cas de Frank Press, qui a fait les systèmes de sismologie dans les années 50, qui a été président de l'Académie des sciences américaines et qui a été à l'origine de l'initiative internationale des Nations Unies sur la réduction des désastres. Et par ailleurs, il a été aussi à l'initiative des travaux sur le risk assessment. Les scientifiques peuvent faire de la politique à certains moments, je ne dis pas que c'est leur rôle, mais peuvent très bien, parce que c'est porteur de leurs propres travaux, parce que c'est dans l'intérêt parfois de la société. Mais je crois ce qu'on a besoin, et j'espère que je suis l'un des copilotes du PEPR IRIMA sur les risques et les catastrophes. Nous avons un gros financement pour 7 ans, 8 ans, pour réfléchir à la question des risques et des catastrophes en France. Et bien, j'espère qu'on sera capable d'apporter des éléments pour savoir justement comment mieux faire, disons, porter les données, mieux habituer nos élites. Je veux dire, j'ai beaucoup de choses à dire sur le rapport des élites politiques françaises à la science, qui est très différent du rapport à la science qu'il y a aux États-Unis. La comparaison est extrêmement intéressante. Et donc, nous avons un travail probablement de construction d'une nouvelle stratégie en réfléchissant au rôle des scientifiques et au rôle des données scientifiques dans cette stratégie.
Il n'y a pas une seule réponse, il y aura probablement plusieurs réponses. Je ne sais pas s'il y a une dernière question ou pas. Ouais. Oui, non, moi je voulais intervenir. Vous m'entendez bien? Oui. Juste une réflexion sur le... En gros, on peut dire qu'il y a 3 catégories d'acteurs. Il y a les scientifiques, les décideurs et les citoyens. Et je pense qu'un des problèmes, c'est que la prise de conscience des objets qu'on regarde, là, c'est du temps long. Les scientifiques sont conscients de ça. D'ailleurs, ça fait 100 ans que l'IPG existe, que l'IPG accumule des données, accumule le savoir. On n'est pas les seuls, c'est vrai dans toutes les disciplines. Ce qui caractérise le monde scientifique, c'est la prise de conscience des échelles de temps et des phénomènes. Or, on a affaire à des choses qui ont des échelles de temps naturelles qui dépassent l'échelle de temps humaine. Et ça, c'est le cœur du problème. Alors, si en plus on va vers les décideurs, eux, leur échelle de temps, c'est le mandat. Donc, eux prennent des décisions en étant incapables de prendre des décisions qui vont vraiment plus loin que leur prochain mandat. Et les citoyens, eux, raisonnent à l'échelle de leur vie, de leurs préoccupations. Et on voit aujourd'hui que l'une des difficultés, c'est que ce message sur le temps long ne percole pas. Et peut-être qu'on pourrait se dire, une première chose qu'on pourrait faire, c'est avoir un ministre du temps long, qui est en charge des dossiers qui concernent l'ensemble de la société, pour mettre en œuvre une politique qui va s'appliquer sur 50 ans. Parce que finalement, ce n'est pas partisan, ça concerne tout le monde, ça concerne la société. Et c'est ce hiatus entre les échelles de temps des décisions et des préoccupations, avec en plus en France cette difficulté que les citoyens ont peu de reconnaissance, peu d'appréciation de ce que c'est que la science. On l'a vu d'ailleurs avec le Covid, où il y avait de l'impatience. Comment se fait-il que les scientifiques n'aient pas déjà trouvé une incompréhension totale des échelles de temps sur lesquelles il faut travailler pour comprendre. Et enfin, pour finir, je voudrais quand même souligner aussi qu'il y a même des risques dont on pense qu'ils existent, on n'arrive pas à les apprécier parce qu'on ne les a même pas encore connus, ça a été évoqué. Il y a des méga-éruptions qui peuvent arriver, on n'est pas sûr de la plus grande éruption, de la plus grande catastrophe qu'on pourrait avoir. Le Soleil, on le connaît mal. Le Soleil est un objet qui, potentiellement, peut devenir très dangereux. On ne sait pas très bien, on le connaît assez bien sur quelques siècles, mais les gens qui se préoccupent du Soleil se préoccupent aussi de ce que le Soleil pourrait devenir extrêmement violent au point qu'on n'a encore jamais connu. Donc il y a même des risques si rares à l'échelle humaine qu'on ne les apprécie pas. Mais bon, sans aller jusque-là, je voulais juste souligner que, moi, à mes yeux, la plus grosse difficulté, c'est l'incapacité de la société et des politiques en particulier d'avoir une vision au long terme sur des échéances, sur des risques et des problèmes qui, en fait, sont totalement consensuels. Je pense qu'il y a un 4e acteur qu'il ne faut jamais oublier, et vous avez un président de conseil d'administration, c'est le secteur économique. Je suis désolée, dans la société, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'expertise et la décision politique. Nous avons écrit un livre collectif qui s'appelait Power and Science, avec un point d'interrogation, est-ce que la science est impuissante, avec une réflexion justement, quelles sont les situations où les données scientifiques portent, où les données scientifiques ne portent pas, etc. Et nos sociétés, un des moteurs, en tout cas des décisions, c'est pas, sans vouloir, c'est pas le politique, hein, c'est le secteur économique. Et dans un certain nombre de secteurs liés au risque, pour moi, le problème n'est pas de prévoir la méga-éruption. On a la sécheresse, les problèmes des sols et d'argile, on a des inondations, on a des séismes, c'est-à-dire qu'on voit l'effet des inondations aux Antilles, etc. On a des problèmes récurrents qui ne sont pas, comment le dire, très fancy du côté scientifique, hein, mais qui sont ce que les populations vivent et qui posent des problèmes aux décideurs politiques. Le littoral, la question du littoral, par exemple, avec le changement climatique, est un problème majeur. Donc, il y a des risques. Ce que je veux simplement dire, c'est que les raisons d'action d'une action peuvent être très différentes d'un secteur à l'autre. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'action totalement. Il y a des millions qui sont dépensés sur les questions de risque. Il n'y a peut-être pas les bonnes politiques, et parfois, il y a des bonnes politiques. Je pense qu'il faut qu'on soit très précis sur quels sont les risques qui sont pris en compte, pas pris en compte, ou sur quel territoire
Du point de vue, en tout cas, d'une sociologue, ça me paraît tout à fait nécessaire. Après qu'on n'ait pas une politique des risques et des catastrophes à la hauteur en France, personnellement, je travaille sur depuis très longtemps, je n'ai aucun doute sur la question, mais ce n'est pas dans l'absolu, c'est par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, que ce soit aux États-Unis, les pays du Nord, le Japon, etc. Bon, je pense qu'on peut terminer. Monsieur Cossa, vous vouliez dire quelque chose? Oui, en fait, par rapport au temps, des questions de temps, une chose que j'étais confronté, c'est on parle souvent des probabilités. La probabilité, c'est ça. Et c'est là où, en fait, il y a peut-être un rôle des scientifiques de dire, de travailler avec des personnes, qu'est-ce que ça veut dire en probabilité? En fait, 70%, et c'est là où, quelle société? Si j'ai des 10%, est-ce que tu prends ton casque pour aller en vélo ou pas? Moi, je viens d'arriver en France il y a 18 mois. Plein de gens ils font vélo sans casque. Parce qu'ils acceptent ce risque-là, ils ne préfèrent pas le casque. Mais c'est clair qu'il y a un risque. Alors, c'est un peu, il y a en partie de ça, de comment on conçoit, mais aussi de dire qu'est-ce que ça veut dire une probabilité de 10% ou de 30%. Comment ça compare par rapport à la probabilité de que voilà, j'ai un accident en moto, par exemple. Il y a une partie là, je ne dirais pas d'éducation, mais de transmettre certaines connaissances scientifiques qu'à la fin sont certains chiffres. Comment on les met dans un contexte pour qu'un décideur qui peut-être n'est pas habitué à utiliser ces chiffres puisse prendre la décision de façon que lui ou elle pense la plus appropriée, en fait. Ça, c'est une chose. L'autre chose que je voulais dire, que c'était par rapport à... Là, j'ai oublié... c'est pas... J'ai oublié. C'est pas grave. Merci à tous. On va aller manger. Là.